Bonjour et bienvenue dans Troisième Relais, le talk show français qui parle des 24 heures du Mans et du championnat du monde d'endurance, le WEC. On est aujourd'hui ensemble pour ce 5e épisode et ce coup-ci le vrai 5e, désolé pour la dernière fois, je sais j'ai 5 doigts mais j'ai pas réussi à compter jusque là. Et on se retrouve aujourd'hui, on est dans un lieu qui est quand même vraiment spécial parce que on n'est pas souvent monté ici. Toi tu es déjà monté là une fois pendant la course. Moi aussi, en 2019, on est sur le podium des 24 heures du Mans. Il y a encore des confettis autour de nous et je souhaite remercier l'ACO et les 24 heures du Mans de nous prêter ce lieu parce que c'est vraiment incroyable. On était dans le musée des 24 heures du Mans la dernière fois déjà dans un lieu chargé d'histoire et là, le podium, il n'y a pas mieux. On a la pit lane derrière nous qui est en train d'être démontée. C'est vraiment le cirque qui remballe. Hein. On est en train de remballer, on va partir à Sao Paulo bientôt. Et je suis accompagné, comme d'habitude, de mes 3 compères, monsieur Guillaume Nedelec. Cette fois-ci, je passe en premier, je suis content. Merci, Gabi. Et on est vraiment dans l'ambiance parce que, alors vous n'avez pas, vous, les odeurs à la caméra, mais ça sent le champagne. Ouais. On voit qu'il y a eu quelque chose ici il y a 2 jours. Là, hein. Olivier Bertha, ingénieur de la numéro 12, Jota, qui a plein de choses à nous dire et beaucoup de sommeil à récupérer, je crois. Un petit peu de sommeil à récupérer, c'est sûr, et beaucoup d'histoires à raconter. Et Franck Paradisio de CE Alpine qui a lui un peu plus dormi samedi dimanche. Pas beaucoup plus en vrai, hein, mais c'était moins intense disons. Je pense que vous le voyez à nos yeux en dessous, on n'a tous pas beaucoup dormi. Pour ma part, moi j'ai été, je pense, sur pas mal d'écrans chez vous pour l'équipe en pit reporter. C'est un nouveau métier pour moi aussi. Découvert une autre perspective qui est intéressante, qui est différente de celle de pilote, qui n'est pas, franchement pas plus simple. J'ai découvert que c'était beaucoup plus compliqué de poser une question que d'y répondre. Je pense que tu nous en parleras, Guillaume, plus tard. Le métier de journaliste, c'est pas simple et j'ai beaucoup appris avec ça. Mais je pense que là, en tout cas, on est tous bien claqués. Ça se voit à nos têtes, ça se voit à nos voix. Et je sais pas comment vous sentez-vous, mais moi, j'ai déjà du mal à parler rien qu'à la fin de l'intro. Non, c'est bien rincé là ce matin et c'est vrai que le réveil il a été dur. Autant lundi, on était sur l'élan. Autant là, on est mardi matin, ça pèse un peu. Je sais pas toi, mais moi, en tout cas, j'avais les jambes lourdes ce matin. Ouais, t'es un peu fatigué surtout et t'as ce côté pression aussi qui redescend. Tu restes en pression un petit peu constante tout l'événement. Et en fait, une fois que la course se termine, une fois que tu es vraiment en train de ranger les camions et tout ça, tu sens vraiment que tu as la pression mentale et physique qui retombe. Ça tombe le lundi pour toi ou ça tombe le dimanche soir au drapeau Ah, t'as une première partie le dimanche soir avec le drapeau, ça c'est sûr. Et le lundi, t'as encore un peu cette adrénaline où il faut ranger, nettoyer tout ce qu'il faut et tout ça. Et voilà, mais sinon… vous, c'est déjà fait le rangement, parce qu'on est en train de les entendre là tous ranger. Il reste 2-3 équipes qui n'ont pas fini, notamment Ferrari, j'ai encore vu une voiture. Donc ouais, t'as ces 2 trucs, t'as 2 coups de barre, quoi. Ouais, mais c'est vrai que le gros coup de barre, c'est après la course. Parce qu'au final, ça reste une journée de, j'ai calculé, je crois, de 41 heures. Tu te réveilles le samedi matin, tu vas te coucher le dimanche soir, il y a 41 heures. Et toi, je crois que ta semaine, elle était encore plus violente. Ouais, c'est un peu le… Ça on y reviendra, mais je pense que Jota, vous avez dû avoir une semaine même différente de ce que vous avez l'habitude d'avoir au Mans. Et je pense que ça va être cool de… Moi j'ai plein de questions à te poser sur comment ça s'est passé de votre côté. Toi, ton week-end était un peu plus calme, Franck. La semaine était dure, mais le week-end un peu plus tranquille. En vrai, pas plus tranquille parce qu'au final, c'est aussi un truc à gérer. En plus, nous, du côté média, quand tu as une voiture qui DNF, il y a pas mal de trucs. Il faut évidemment savoir d'où ça vient. Ensuite, il faut écrire des statements, communiquer dessus, etc. Et en fait, le temps d'écrire le premier statement, fallait écrire un deuxième statement. Donc en fait, enfin bref. Mais non, c'était une course plus courte, mais la semaine était intense quand même. Ouais. Je peux vous dire, je suis descendu voir Franck au moment où la deuxième Alpine était… Alors ça partait d'un truc, en fait, je devais lui amener un petit papier pour qu'il puisse accéder au Media Center pour simplifier son travail. Et en fait, il était surtout bien touché par ce qui venait de se passer. Et franchement, quand je l'ai vu avec les yeux tout rouges, je me suis dit, oh là là, et toi, tu as la fatigue aussi, tu as presque envie d'être ému avec lui. Et on t'a un peu consolé, quoi, comme on pouvait. Mais ouais, moi, j'ai trouvé ça touchant et ça montre à quel point, tu sais, les gens sont impliqués dans les 24 heures du Mans. Et moi, à chaque fois, il y a ce petit effet, je suis vraiment surpris. Ça me touche. Tu vois. Et quand vous avez démarré le moteur sur l'aérodrome, j'y étais aussi. Ça m'a fait plaisir. En fait, tu vois les visages qui se détendent, les sourires qui arrivent. Et là, tu te dis, regardez les gars ce qu'on a fait. C'est vrai que sur cette semaine, en fait,
au bout d'un moment, avec l'expérience, tu arrives aux 24 heures du Mans et tu sais que peu importe ce qui va se passer, que tu gagnes, que tu perdes ou que tu abandonnes, quoi qu'il arrive, tu vas pleurer pendant la semaine. Parce que tu as tellement de fatigue accumulée que tu le vois dans les visages. Il a pas l'air d'avoir pleuré. Comment? T'as pleuré? Non. Cœur de pierre. Je l'ai vu sur le bord sur le bord du muret à la fin de la course et il était quand même bien fatigué. Hein. Ah, on était rincé. Mais t'as la fatigue en fait, t'as tellement de fatigue que toutes les émotions, tu les vis 100 fois plus fortes au Mans. Moi je vis comme ça en tout cas. Peu importe comment se finit la course, tu sais que quand c'est fini, t'as forcément une larme qui tombe. Quoi. Est-ce que tu as un moment sur le pit wall, je sais pas, pendant la nuit par exemple, pendant les safety cars et tout, où tu piques du nez, tu luttes, où tu es tout le temps, tu es tellement dans ton tunnel qu'en fait, t'as pas l'impression de pas avoir dormi pendant 41 heures? Cette année, c'est assez spécial parce qu'avec tous les safety cars qu'on a eu pendant la nuit, au final, c'était assez ennuyeux pour les spectateurs et les pilotes. Mais ces 4 heures de safety car, 4h30 de safety car pendant la nuit, pour les ingénieurs, c'était la partie d'échec à grandeur nature. C'était impressionnant. Et ça, personne n'a pu le voir et personne n'a pu le comprendre. Mais pour nous, en tant qu'ingénieurs, c'était vraiment un poker menteur ou juste une partie d'échecs. Et donc là, on était vraiment tous à fond parce que c'était important de rester dans le tour ou de rester devant certaines voitures. Donc ouais, non, j'ai pas eu de coup de barre pendant la course. Ouais, cette année. tu piques pas du nez. Parce qu'on était avec Arnold là il y a 20 minutes. Et donc lui, il a fait 2h30 de safety car. Arnold Robin hein, qui était sur la Lexus GT3. Voilà, tout à fait. On contextualise toujours. Arnold Robin, oui, tout à fait. Et il nous disait, donc il disait, j'ai roulé 2h30 sous safety car de nuit. Je piquais du nez, je luttais comme quand tu luttes sur l'autoroute pour pas t'endormir. Il disait c'était ça. Donc lunaire quoi. Mais... Et ce qui est marrant, c'est que tu avais donc 329 000 personnes, c'était le record ce week-end sur la piste. Et nous, on a eu des millions de téléspectateurs. Je crois que, je ne sais pas si je peux donner les chiffres, mais on est à plus de 10 millions de téléspectateurs touchés sur le week-end juste sur la chaîne L'équipe. Et on s'est tous quand même particulièrement bien ennuyés de 3h du matin jusqu'à 7. Et il y avait, donc tu es en train de me dire, 30 mecs sur la pit lane, c'est les seuls qui se sont amusés en fait. c'est comme ça là. Tu sais, sous la pluie, moi j'entendais, je suis rentré chez moi, j'ai dû dormir peut-être 2-3 heures avant de revenir au circuit parce qu'à un moment il faut dormir, sinon le lendemain tu fais des fautes, déjà que j'en fais naturellement. Faut pas rajouter, tu sais, du calice à la lit. Et en fait, j'entendais sur le toit de la véranda en dessous la pluie qui tombait. J'étais en train de dire, il y a Bertie, il est dans sa petite cahute là. Il doit y avoir l'eau qui rentre de partout. Il fait froid. Attends, mais je sais plus qui c'était. Mais je crois que c'était Peugeot. En gros, tout le monde a des pit walls soit bombés, soit comme ça. Et Peugeot, je crois, ils en avaient un plat et du coup, ça stackait énormément d'eau. Et Peugeot, ils sont plats, ils sont durs en plus. C'est ça, ouais. Non, mais du coup, j'avais l'impression. Enfin, en gros, il y avait genre des litres et des litres d'eau qui s'accumulaient au-dessus parce que ça s'évacuait pas. Et j'étais en mode, les mecs, ça va couler sur leurs écrans, c'est pas possible, ça va pas tenir. Comme il a tenu 5 heures, je sais pas s'ils ont eu un. T'as bien eu Romain Grosjean le plombier qui bouchait les trous de sa voiture, l'eau rentrait partout. Non, ça a été. Franchement, quand j'entendais la pluie, j'ai eu peur qu'il y ait un drapeau rouge. Parce qu'en fait, pour recontextualiser pour le coup, entre 4h et 7h du mat, on a une dépression qui passe, mais il pleut, mais. Ouais. Franchement, c'était le temps du mois d'octobre. 4h23 minutes, c'est ça, hein, de safety car d'un coup. C'est un des plus longs safety cars de l'histoire, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était 2011 leur record avec 5 heures de suite, avec la pluie. Je dis peut-être une connerie, hein, je ne sais pas si vous me corrigez. Mais on est dans les top 3 des plus longs safety cars qu'on ait jamais vus. Nous, on n'était pas à l'antenne, donc c'était parfait. On a repris à 5h. Bonjour, on a eu un peu le morning live où on s'est fait nos cafés, on allait raconter un peu de conneries sur la pit lane. Et je suis allé voir Monsieur Berti qui m'a fait une gentille interview pendant la course. C'est vrai? Ouais. Ah, ce serait cool de trouver l'extrait, ça j'aimerais bien voir. Pendant la course, c'était très cool. Et en fait, il m'a dit exactement la même chose. Ma question que j'avais, c'était... Du coup, moi, je connais aussi que la partie dans la voiture. Et tu te fais vraiment chier comme un rat mort hein, pendant 2 heures. Tu n'as rien à faire. Tu sais que tu n'as pas besoin de garder les freins en température ou les pneus en température. Parce que tu sais que ça va pas repartir dans 10 minutes, donc tu vas utiliser de l'énergie pour rien, et puis tu risques de te sortir aussi. Tu te dis, si jamais je me déconcentre trop, tu as quand même une caisse qui fait 750 chevaux, donc tu mets un coup de gaz au mauvais endroit, tu pars en tête à queue. Tu es là un peu en train de somnoler, et je suis allé voir Berti, je lui ai demandé, comment est-ce que tu gardes une interaction avec le pilote? Est-ce que tu parles avec lui? Est-ce que tu lui donnes des trucs à faire? Et c'est là où il m'a parlé de la stratégie, mais moi je n'étais pas forcément au courant. Donc du coup, c'était quoi les instructions que tu demandais au pilote? Qu'est-ce que tu pouvais faire, qu'est-ce qui pouvait te donner peut-être un avantage. Et au final, même sur une neutralisation de 4h30, c'est presque la taille d'une course de WEC entière, hein, quand même, quand tu mets le truc. Qu'est-ce que tu peux dire à ton pilote et qu'est-ce que tu peux faire pour peut-être aller essayer de gagner une place? En fait,
pendant la nuit, ou même pendant toute la course, les pilotes ne peuvent pas être dans la voiture pour plus de 4 heures d'affilée. Et quand ils montent dans la voiture, il faut qu'ils sortent après 4 heures. Et donc là, comme le safety car durait 4h30, au bout d'un moment, il fallait changer de pilote pour rester légal dans le règlement. Et donc nous, on essayait d'étendre ce relais au maximum. Et au final, on a fait un relais de 4 heures. T'avais quel pilote dans ta voiture à ce moment-là? C'était Callum. Ça, c'était pas un cadeau, ça de ouf. Et donc en fait, il fallait qu'il reste dans la voiture le plus longtemps possible. Moi, après 2 heures, il commençait à se plaindre de crampes avec sa jambe gauche parce qu'il touchait pas au frein. Et il me dit, est-ce qu'on peut faire un changement de pilote? Je dis non, parce que si on fait un changement de pilote maintenant, on va perdre un tour par rapport au leader. Ouais. Donc il fallait qu'on reste devant le leader. Il fallait qu'il reste Pour dans la récupérer voiture. ton tour à la fin du Il fallait safety que car. soit on s'arrête en même temps que le leader et ressortir juste devant. Et ça, c'est une histoire marrante parce que on décide de s'arrêter parce qu'on commence à être limite au niveau du temps de conduite. Je crois qu'on s'arrête à 3h50. Ok. Un tour du Mans, donc 13 bornes que tu fais en 3 minutes 30, normalement tu le fais en combien de temps sous safety car? Au début, c'était 10 minutes. Voilà. Et après, donc on s'arrête et donc on devait faire des pneus, on devait remettre de l'huile, enfin on devait faire pas mal de choses. Et là, je vois la Toyota qui s'arrête aussi, qui était le leader. Et là, j'ai tout annulé. Je dis non, on fait pas les pneus, Pour on être fait sûr pas de les ressortir huiles, devant pour et pas ressortir perdre devant ton tour. pour rester dans le. Donc voilà. Donc tu as juste fait le driver change. Et de l'essence, on est voilà. Et ouais, driver Ouais. change d'essence. Et ok. Mais je pense qu'il y a pas mal de pilotes qui ont dû se laisser aller dans la voiture pendant ces 4 heures, si vous voyez ce que je veux dire. Mais t'as vu, j'ai partagé ça hier en story, mais Jack Aitken apparemment il s'est pissé dessus. Il a posé la question, Ouais. ouais, j'ai vu ça sur son post Instagram. Ouais. Je pense qu'au bout de 4 heures dans la voiture, pour certains pilotes, t'as la vessie qui est bien remplie. Donc, Mais c'est parce qu'ils Toi, avaient tu pas... survivrais pas toi. Moi, ce serait impossible. Ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas des toilettes comme chez Jota, ça c'est sûr. Ah ouais, Ah, c'est vrai. Tout très fort. je crois que toutes les télés sont venues faire un petit reportage chez toi. ouais, peut-être, ouais. Donc chez Jota, en fait, on a les toilettes du circuit qui sont pas très, Qui sont pas très accueillantes, qui sont pas belles, ouais. Donc on a des décors à chaque fois avec des lumières, du son, des décorations. Ça fait 10 ans que ça dure, hein, cette Ouais, cette ça va blague, bien hein, faire pas 5 loin, ans, hein. ouais, facilement, ouais. Mais vous faites jamais ça sur d'autres meetings? Non, C'est que au Mans. c'est à quel moment on fait Mais ça? parce que j'avais un souvenir d'un truc où j'avais l'impression que. Non, Mais alors, ou alors je suis allé pisser chez vous une année, je sais plus. ah, peut-être. Il y en a d'autres qui ont essayé d'emboîter le pas, j'ai vu chez TF Sport, ils ont essayé Ah ouais aussi de faire Ah des ouais toilettes comme chez vous. Et il y a une autre équipe anglaise. Copieur. Ouais, mais à la fin, il faudrait lancer ça, tu sais, t'as le pesage, t'as des machins, Ouais. t'as des prix On va des faire un meilleures toilettes. concours. Ouais. Grave. Le prix troisième relais. Le prix de troisième, ouais. Je sais pas si on a envie d'être associé à des toilettes. Mais troisième toilette. Ouais, mais ça rend le côté un peu plus marrant, un peu Ouais. plus fun, quoi. Ça apporte beaucoup de C'est un fun, moi, concours je d'élégance mais de toilettes. Avec les juges qui viennent noter et tout. Parce que c'est vrai que nous, en tant qu'équipe, on est là 2 semaines, donc 2 semaines au circuit tous les matins de 7h à 22h, bon, il faut... Ce que j'allais dire, disait un peu, quoi. 7h, 22h, je sais pas si vous avez vraiment fait 7h, 22h tous les jours, vous les gars. Ouais, parce que nous, avec la 12, Callum, il a un accident à la fin de FP2 le mercredi soir, à 2 minutes du drapeau damier. Moi, je crois que je lui dis à la radio, je lui dis à la radio, il reste 2 tours, ok. Et non, il poussait pas, en fait, dans les S de la forêt, la descente du Limop, il a une alarme au volant. Donc en fait, il regarde son volant et il reprend les gaz un peu tôt. Et en fait, ça lui fait faire une erreur. Il tape le mur. Et en fait, il tape le mur avec C'est pas un gros accident. Non, hein, non, ça, c'est l'accident, hein. c'est ça. C'est l'angle, un mauvais angle avec le mur. Et en fait, la coque, le châssis de la voiture est abîmé. Et on est obligé de changer la base de la voiture. En fait, on est obligé de changer le châssis. Ah, je fais un gros C'est une focus histoire sur de Jota parce que l'histoire pour moi elle est dingue. C'est à partir du. En fait, on en avait parlé pendant le dernier épisode. C'est comment est-ce que tu construis ton week-end dès le pesage. Et tu vois, comment est-ce que tu t'es préparé le mois d'avant et au final, comment est-ce que tu construis jusqu'à samedi et ton résultat dimanche soir. Et en fait, tout ce que tu as fait, grosso modo, depuis le pesage et le mois avant en préparation, tu as un instant T. Tu parles d'une alarme sur un volant, d'une micro-erreur, parce que l'erreur qu'il fait, elle est humaine et pour moi, elle n'est pas énorme. Mais la conséquence de cette erreur-là, elle s'est sentie Ah ouais. pour tout le monde dans l'équipe, y compris les mécanos de la 38, jusqu'à aujourd'hui, je pense, jusqu'à mardi. Ouais, et donc, on a dû démonter toute cette voiture parce qu'il fallait récupérer le moteur, la boîte de vitesse, les faisceaux électriques. L'accident arrive à minuit. À minuit. D'accord. Pile, ouais. Minuit, Donc- mercredi soir. Donc dans la nuit de mercredi à jeudi, les mécaniciens de la 12 démontent la 12 qui est endommagée, qui ne peut pas continuer à rouler. On va récupérer les pièces. Voilà, ils c'est récupèrent ce qui est tout, ils récupérable. démontent tout et ils mettent la caisse à nu en fait. Le jeudi matin, ils récupèrent un châssis d'une Porsche
Donc ils doivent démonter aussi, parce que cette voiture était montée, ils doivent la démonter aussi. Ok. Et là, le châssis nu de la Porsche neuve, enfin de la Porsche en bon état, arrive le jeudi à 15 h dans le garage. Ouais. Et donc là, du jeudi 15 h dans le garage, le but du jeu, c'était d'avoir une voiture prête et montée pour le vendredi à 20 h, parce qu'on avait un essai ici, un déverminage à l'aéroport qu'on voit d'ici. Donc c'était un peu le but du jeu. Le temps de montage, normalement. Allez, après Le Mans, tu fais un montage qui est particulier, tu as vraiment une attention sur tout. Combien de temps tu mets avec ton équipe de mécaniciens et des journées normales pour monter une voiture à partir de la base nue comme vous avez fait ce week-end? Ah, tu mets 2 semaines et demie, 3 semaines presque. Et là, vous avez fait ça en 2 jours. Même pas, ouais, en 24 heures. Parce que donc, la caisse nue, elle arrive dans le garage à 15 h. Et la voiture, elle reroule à 20 h le lendemain, donc 30 heures. Des journées de 24 heures, d'accord. Les mecs sont rentrés pour prendre une douche, les mécaniciens. Ouais, ils ont pas dormi, Ça a été assez dingue parce qu'en fait, bon, le truc arrive. Moi, je venais de rentrer chez moi. Je faisais pas la dernière séance d'essai. J'allume la télé, je vois la voiture dans le mur. Je fais, c'est pas vrai, pas possible. Ah ouais. Et le lendemain matin, je passe. C'est grâce à l'attaché de presse de Jota. Je l'accroche, je lui dis, Izzy, si vous reconstruisez la voiture, il faut qu'on. Elle s'appelle Izzy. Hein. Il faut qu'on vraiment puisse raconter ça parce que humainement il y a un truc à faire. Les mecs ils vont complètement se dépasser. Donc j'étais en contact avec Bertie pour avoir les mises à jour sur comment la voiture avançait. Et il me dit ouais pas sûr et tout. Et je croise Damien dont on avait parlé, ouais. Damien Crochon qui est le mécano. Il me dit mais non mais ça va être prêt, t'inquiète pas. Donc déjà tu sentais qu'il y avait 2 sons. On dit de toute façon on n'a pas le choix, il faut qu'on réussisse. Donc les gars ils étaient en train de monter la voiture. Et en fait pendant 2 jours comme ça on a suivi à distance, et Bertha qui me faisait les petites infos, qui me disait non, pas avant 20 h. Alors à un moment, on a eu une rumeur qui disait la voiture elle va rouler à 16 h. Olivier, en plus, sur le groupe, il a une façon de nous répondre, c'est non. Et là, c'est toi qui nous sors l'info, la voiture elle va rouler à 15 h. Non. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'explication. Non. Bon, on m'a dit 20 h. Réponse oui. Super. Et là, il y a eu. Donc, vous avez démarré le moteur, je crois, vers 16 h, quelque chose comme ça. Donc, il y avait plein de monde. En plus, c'était pendant la signature. Il y avait les stands étaient ouverts. Ouais. Donc, les gens ont pu assister à ça. Ouais. Déjà, un premier moment fort. Et donc, on va à l'aérodrome. Et là, ça a été un peu lunaire, je trouve. Il y a eu un truc, il y avait une ambiance. Tout le monde était hyper calme. Ouais. Et on voit derrière un énorme nuage qui arrive. Putain, mais alors, une averse. Je me rappelais même plus. Une averse de l'espace. Et donc, on peut rentrer sur l'aérodrome. Il y avait une belle lumière aussi. La voiture démarre, il se met à pleuvoir. Mais alors, une pluie. Et qui débarque avec Messaoud Benterki, Gabi, avec l'équipe. Et vous avez fait un duplex extraordinaire. Un duplex en live. J'ai eu la chance d'avoir l'accord et la confiance de FX Bunel, qui est le directeur du live pour la chaîne, et de Marc Lass, le rédacteur en chef. On a pris Messaoud Benterki, qui est le présentateur phare de l'équipe, une caméra de Tanguy Carrois, et on est allé sur ce moment-là. On a vu la voiture démarrer, partir. On a pris en live, je ne sais plus quel sport c'était. On a fait un duplex de la voiture qui part et qui fait ses tours. Et l'histoire, elle est dingue, quoi. Et moi, ce qui m'a vraiment... Alors, il y a 2 choses. Une première, c'est que j'ai pas du tout osé emmerder Bertie pendant le truc. J'avais qu'une peur, c'était de le gêner. Et à un moment, il m'a fait comme ça. Et là, j'étais super. Bon. Tout va bien. Et surtout, ce que j'ai vraiment aimé, c'était la voiture. Elle fait par une première fois, vous avez dû faire des vérifs ou elle s'arrête tout de suite. Voilà. Et après, elle repart. En fait, elle s'arrête tout de suite. On décharge les données de la voiture. On vérifie que tout va bien au niveau des systèmes électroniques, des systèmes hybrides, que le moteur est en bon état, enfin de fonctionnement. Et après, on a fait un peu plus de temps, mais bon, on était limité à une demi-heure. On ne pouvait pas faire plus d'une demi-heure. L'image de la voiture qui passe avec l'eau au-dessus, le soleil derrière qui tape sur la tribune qu'on voyait d'ici, hein, vraiment l'aéroport, je vois la tour. Et avec le spray, les avions autour, ça a été décalé parce qu'il y avait des avions qui étaient en train d'atterrir. Ouais. Donc ça se trouve, on a dû décaler des mecs qui étaient en l'air pendant une demi-heure parce qu'ils ne pouvaient pas atterrir. Le dernier avion qui atterrissait à 8 h et on y allait après. T'imagines, il y a un mec qui est en l'air dans son avion et il dit désolé, tu peux pas atterrir, il y a une caisse qui roule sur la piste. Mais c'est ça qui est énorme, il y a des très belles images du coup qui ont été faites par Franck, mais également par Franck Dubret de chez West France, mais il y a aussi Julien Delfos du WEC qui a fait des super trucs. On était très peu. Hein. Sur l'aéroport, il y avait le réseau social du WEC qui était là avec 3 cams, l'équipe, Guillaume avec Franck Dubret et c'est tout. Parce que Lydie, pour le coup, on a communiqué à tout le monde qu'il y avait un truc à faire. Ça, les gars, et personne n'est venu. J'étais même un peu déçu parce que c'est pas tous les jours que tu peux avoir accès à un shakedown comme ça. Et l'ambiance, vraiment, je retiens cette ambiance qui était complètement lunaire.
où tu sors de, tu vois, les hypercars, le regard qu'on a, c'est des trucs ultra pro, ultra machin. Et en fait, tu avais l'impression presque. de la benne, limite. Tu avais la petite tante, elle était arrivée dans une remorque. Tu as l'équipe qui est autour avec les parapluies parce qu'on n'a pas d'endroit pour se mettre. C'était presque du rallycross. Et moi, j'ai trouvé ça. Mais j'ai trouvé ça super fun en fait. Moi, ça m'a fait penser à Sebring. Oui, un peu, il y a un peu de Il y avait ça. un spirit Sebring, tu sais, avec les avions en fond et tout. Non, moi j'ai adoré. La piste où c'est de l'herbe sur les côtés. Et tu vois surtout le soulagement de tout le monde. Tu C'est vois ça. dans les yeux le soulagement de tout Les le petits monde. sourires qui arrivent et tu te dis ça y est, on l'a fait. Et puis je crois que vous avez fini la voiture le lendemain, vous avez dit à tout le monde, allez, bon Avec boulot. encore noir sur la piste. La coque était noire, La coque était noire. Et tu vois, ça c'est des moments, en fait, on parle du Spirit of Le Mans, mais ça c'est totalement l'esprit du Mans. Carrément. C'est les mecs qui se sont battus, c'est le moment de l'année. Et pour rien au monde, ils vont lâcher. Et ils n'ont rien lâché. Et la voiture a été là. Et en plus, en course, à part quelques petits soucis peut-être d'électronique que vous avez pu avoir un petit peu à un moment, mais comme un peu tout le monde, la voiture, elle a super bien marché. Je C'est reviendrai génial. même un peu avant, parce que je crois que vous avez eu un problème à la fin ou du moins le soir, avec la batterie. Ouais, avec la batterie du système hybride, en déchargeant donc toutes les données du déverminage, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas au niveau de l'enregistrement des données pour les systèmes Bosch par exemple. Ok. Et donc on a dû changer la batterie du système hybride de la voiture le soir. Et ça nous a duré, je crois, on a fini, on allait se coucher le samedi matin. Il devait... Et donc il y avait Bosch qui était dans notre garage. Le vendredi soir, donc vous dormez toujours pas. Non. Donc de mercredi soir, personne n'a dormi vu que la caisse tape à minuit, on démonte. Jeudi soir, on continue à remonter pour vendredi. Vendredi soir, la caisse fait un déverminage et on finit quand même à 3h du matin parce qu'il y a un problème sur la batterie. Ouais, donc il y avait Bosch qui était en train de nous aider dans le garage, en train d'essayer de comprendre le problème, essayer de régler le problème. Donc je crois qu'on était dans le garage jusqu'à 3h du matin. Et moi je suis resté au circuit dans les cuisines là-bas derrière à dormir sur un matelas gonflable et prendre la douche dans le paddock. Et samedi matin à 6h30. Et moi samedi matin. Vendredi soir, t'es pas rentré. Non. Wow. Et samedi matin, jour de course, je connaissais toujours pas la capacité de mon réservoir, ni le poids de ma voiture. Donc je crois que j'ai jamais commencé une course de 24 heures avec autant d'inconnus que ça. Donc c'est sûr que la voiture n'était pas parfaite en course malheureusement, parce qu'on n'a pas pu la régler comme il fallait. On a eu quelques petits soucis avec les montées de vitesse dans la ligne droite. Donc, mais bon, après on le savait, on rentrait dans la course, on voulait juste finir et marquer des points pour le championnat. Et la caisse a fini dans le tour du leader. Et première en indépendant. Première de près avec ça. Donc c'était bien, c'est une belle récompense pour les mécanos. Ouais. C'était quoi le mood Enfin, d'ailleurs, vous avez gagné le prix ESCRA. Ouais, les mécanos, je crois que c'est un prix qui récompense la meilleure assistance technique. C'est obvious, quoi. Ouais. Mais non, et du coup, c'était quoi le mood à la fin? Je veux dire, tout le monde était content de. Vous avez fini combien? P8 8e avec la 12 et 9e avec la 38. Et les deux voitures dans le tour du vainqueur. Incroyable. C'est ultra solide. Ouais. C'est super solide. Une petite histoire d'ailleurs, parce que je sais pas si tu as eu vent de ça, mais j'avais oublié mon sac. En fait, le truc était. L'ambiance était tellement fun que je suis reparti avec mon ordi sous le bras. C'est Mais ton sac qui C'était était mon là. sac. C'était mon sac et j'ai eu un coup de fil. Attends, mais tu as oublié ton sac au déverminage? J'ai oublié mon sac au déverminage, ouais. Et au milieu Avec tous mes ordis et tout. Hein. Moi, j'avais juste l'ordi du boulot sans batterie sous la main parce qu'en fait, ça aussi, c'est le truc un peu complètement fou. C'est que Je vais avoir une Nous- photo de ça, je la posterai. nous, quand on a cet article-là, on a pris un risque, mais on voulait qu'il passe dans toutes les éditions de West France. Et en fait, West France, ça va jusqu'au bout de la Bretagne, donc dans le Finistère, mais même, tu vois, ça va jusqu'à Plouguerneau, quoi. Donc, faut bien c'est ça. Alors, les Carillon, bien sûr, évidemment, pour ne pas mettre du poulet dans la mayonnaise, si je puis me permettre. Mais donc, en fait, ça demande une grosse logistique. Comme on dit, ce journal est un miracle permanent. Et donc, ce miracle-là, il faut que tu commences à rouler à partir de 21h30, tes premiers journaux. Pour l'avoir dans toutes les éditions, il faut que tu envoies ton article à 21h15. Il était 20h40. Et du coup, tu étais pris par le temps parce que tu étais sur place, il fallait que tu balances ton truc. Je me suis dit, on va pas le sauver. Et je me suis mis à écrire mon article pendant que la voiture roulait. Et donc, à prendre quasiment en direct ce qui se passait. Tu étais assis par terre. C'est vrai. Il est assis sur le bord sur le bord d'un camion ouvert sous le pour s'abriter. Comme ça, on était tous trempés. C'est une folie. Et j'étais en train d'écrire et j'attendais les photos de Franck qui m'a envoyé par Bluetooth. Et donc, on a pu tout envoyer, on a tout sauvé et ça, c'était super. Mais je trouvais que c'était tellement représentatif de ce qui allait se passer pendant la course que ce sujet-là, il fallait qu'on le raconte. Il fallait donner ce côté humain. C'est des gars, ils sont vraiment battus. Et Elle est cool, c'est ça, j'aime bien. ça m'a marqué. Et nous, on s'est mis, alors jamais dans le rouge, mais très franchement, on avait un petit défaut. J'étais avec ma connexion, on n'avait pas la 4G, c'était foutu. On était en vrac.
Ouais. Et ça s'est joué. Ça joue aussi à pas grand-chose. Mais ouais, non, c'était une super expérience. Et franchement, en repartant, tellement détendu, content d'avoir fait ça. Et en plus, plutôt soulagé de savoir que cette voiture allait partir le lendemain. Moi, j'ai mis les affaires dans le coffre, je suis parti sans me poser de questions. Et à un moment, il y a Jota qui m'appelle, numéro anglais, qui me dit c'est à vous le sac qui traîne? Il y a un appareil photo dedans. Ah bah c'est à moi. Bah, je viendrai chercher demain. Il me dit mais vous en avez pas besoin pour travailler ce soir? Non, nous c'est terminé, c'est bon. Le miracle permanent a eu lieu, c'est bon. On verra demain. Mais Demain un est un peu nouveau dans point. Enfin, moi, c'est pas mon job, mais un peu dans le même esprit, il y avait ce truc hyper important du déverminage de Jota. Et tu sais, moi, sur mon compte Franck Parelzo, là, j'avais un post prévu pour le Race Day pour essayer de sensibiliser les gens et leur dire allumez votre télé et tout. Et en fait, j'ai récupéré les rushs que vous avez fait tous les deux d'ailleurs, Ouais. truc à l'iPhone et tout. Et j'ai construit un post de minuit à 2h du mat pour pouvoir sortir mon truc à 8h du mat. Et effectivement, genre, ça commençait par East Race Day et la Jota est en piste avec les vidéos du déverminage et tout. Et j'étais trop content de pouvoir sortir ce truc. Un peu comme toi, il fallait parler de ça avant la course, quoi. C'est pas une histoire que tu racontes après, quoi. C'est un truc que les gens, peut-être, quand tu viens au Mans, toi, tu as. En fait, si tu veux, beaucoup du public qui vient au Mans, il vient pour un peu la fête. On en avait parlé la dernière fois, la Un kermesse. festival. Tu vois les voitures rouler et c'est extraordinaire, mais tu te rends pas compte en fait de toute l'implication que ça a derrière et de toute l'importance que ça a pour les gens qui y travaillent. Et là, totalement, on y était. Et c'est arrivé quand même pas mal de fois. Je me souviens là, pour le coup, je vais vous faire un petit peu d'historique, mais je crois que c'était une année, Guillaume Moreau, la première année où il était chez Courage, il avait fait un coup comme ça et les gars avaient reconstruit un proto entier et l'avaient déverminé aussi. C'est un peu le coin traditionnel. Généralement, quand tu es là, c'est qu'il t'est arrivé un truc pas cool. C'est pas bon. C'est pas une bonne nouvelle. Et Peugeot aussi, ça leur était arrivé avec la 908. Il y avait une 908 dont ils avaient dû tout refaire pendant les essais. Et à chaque fois, tu as ce même soulagement. Et ouais, franchement, puis pour peu que tu sois un peu fatigué, ça t'émeut beaucoup, ce truc-là. C'est ça, c'est la fatigue augmente vraiment l'émotion pour moi. Tout ce que tu vis ici, tu le vis x10. Peu importe ce que c'est, que ce soit la réussite ou la défaite, tu le vis toujours à fond, quoi. C'est un truc de... Alors, sûrement, donc il y a eu cette affaire qui nous a tenus en haleine pendant toute la semaine. On a eu d'autres choses quand même aussi, parce qu'il s'est passé plein de choses. Si on remonte chronologiquement, dès le pesage, pendant les 24 heures du Mans, il s'est passé des choses. Je ne sais pas vous comment vous l'avez vécu, mais il y a une première news qui tombe le vendredi. C'est chez Toyota, on va devoir faire un changement de pilote. Et on va devoir changer aussi des pilotes du coup chez Lexus, parce qu'il y a eu un jeu de chaises musicales. Ça a été un truc un peu extraordinaire aussi, parce qu'en fait, pour vous remettre dans l'histoire, Mike Conway, qui était sur la Toyota numéro 7, faisait du vélo avec Lopez. Ils sont tombés, tous les deux. Mike Conway s'est fait 2 côtes et la clavicule. Et c'est Lopez qui était sur la Lexus qui est remonté sur la voiture, parce qu'il la connaît bien, il l'a piloté pendant des années. Ça a été le premier, on va dire, coup de chaud de cette semaine des 24. Que vous l'avez vécu comment, vous, ce truc-là? Il sait très bien comment je l'ai vécu, c'est pour ça qu'il me lance, c'est qu'il sait très bien comment je l'ai vécu. Vous l'avez vécu comment, vous? Moi, c'est la première année en 6 ans que je roule pas. Tu as un siège qui s'ouvre potentiellement dans la Lexus au moment où moi j'apprends que Mike est forfait. On ne sait pas encore si c'est Lopez qui le remplace. Et on hésite entre Ritomo Miyata, qui est chez Cool Racing, donc aussi pilote de réserve pour Toyota, ou Lopez. On se doutait un peu que c'est Lopez parce que lui a une expérience dans la voiture et au Mans. Une voiture tellement difficile à conduire, tu peux pas t'asseoir comme Ils sont difficiles à conduire en fait en système. Après, Ritomo l'a déjà conduit la voiture, donc il connaît les systèmes et c'est un mec, tu sais que tu le mets dedans, ça marche. Après, Lopez est déjà monté sur ce podium-là plusieurs fois avec cette voiture. Point de vue logique, c'est facile de le mettre et que tu sais que ça va rouler. Donc forcément, quand tu es pilote plus ou moins réserve en stand-by, tu essayes de te mettre un peu là-dedans, même si je n'ai pas l'expérience dans cette voiture-là, dans la Lexus. J'ai de l'expérience en GT avec Ferrari en 2022. Tu dois le faire respectueusement parce que ce n'est pas quelque chose que j'aime, d'envoyer un message parce que c'est un autre pilote. C'est un mec pour qui tu as du respect, c'est un très bon gars et c'est un très bon pilote. Tu n'as jamais envie de voir un mec qui se blesse. Mais tu dis, putain, si je ne peux pas me permettre de ne pas envoyer un message, jamais je vais envoyer un message en disant c'est moi qu'il faut prendre, je suis meilleur que les autres, c'est moi qui mérite la place, mais tu es obligé de te présenter. Jérôme Polican, le team manager de l'équipe Lexus AK, tu es obligé d'envoyer un message, disant écoutez, je suis présent sur l'événement, j'ai de l'expérience, on se connaît brièvement, vous connaissez mon parcours. S'il y a une opportunité, sachez que je suis sur place, je suis prêt et je serai là prêt à monter dans la bagnole. Et voilà, tu es obligé de prendre l'effort, prendre
faire l'effort de le faire bien et respectueusement, parce que sinon, moi, j'accepterais pas de le faire. Tu es obligé, parce que imagine, ça passe, tu fais les 24 heures du Mans, l'histoire, elle est dingue aussi, tu vois. Ouais, t'es appelé au dernier moment. C'est ce qui t'est arrivé à De Vries. C'est ce qui était arrivé à De Vries l'année où, il y a un an, quand il y avait la variante qui était... 2022. C'est C'est 2022. Quand c'était la première fois de l'histoire qu'un pilote a été oui, interdit de tout à prendre fait. le départ. Le C'est pilote qui amateur de la voiture C'était la Jumbo. Vaillante TDS, merci. Pilote français qui a eu un accident justement dans le virage du karting avec Sean Gelael. Et l'accident, si tu regardes la vidéo, il y a une Ferrari qui est juste devant parce qu'en fait il essaye de doubler la Ferrari et il voit pas qu'il a Sean Gelael à côté de lui. La Ferrari, c'est moi. Donc je l'ai vu dans ma caméra en live et je rentre dans le karting, donc tu tournes à gauche et je vois la LMP2 partir à droite et je vois la portière de la voiture partir à droite et je fais pas bon normal. ça. Et Ouais. c'est passé mais à ça de me découper en deux. Nick De Vries est appelé pour remplacer la voiture. Les mecs sont passés d'un pilote amateur qui était Ouais. assez loin à 10 secondes des temps des autres. Nick De Vries, pilote de réserve Toyota à ce moment-là. Et ouais, c'était pas pour une blessure. Parce qu'ils avaient reconstruit une coque aussi. Mm. Du coup, Shakedown aussi à l'aérodrome, ils avaient fini 4e de leur 5e ou 4e du LMP2. Qui, à une époque du LMP2 qui était quand même bien énervé. Ouais. Ça reste toujours bien énervé, mais on était énervé à 24 voitures et pas à C'est 16. différent. Pour Voilà. moi, le LMP2 cette année a été vachement différent. Et il y avait Jota en LMP2. Ouais, LMP2 notamment. Mais non, mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que on voit aussi que il y a de l'imprévu avant même que les voitures aient déjà roulé. Là, pour le coup, c'est ballot en fait. Les gars, ils ont glissé sur une flaque d'eau, je crois que c'est quelque chose comme ça. Derrière, il y a une moto qui passait, d'ailleurs, j'ai appris ça, qui passait juste après eux, qui est tombée aussi. Donc, il y avait un piège de toute façon. Et en fait, on parlait d'Arnold Robin tout à l'heure, qui lui était dans l'équipe Lexus, qui est passé nous dire bonjour. Et il nous racontait que Lopez, il n'a pas vécu du tout une bonne journée en fait. Lui, au final, il a eu une bonne nouvelle à la fin, mais en fait, Conway, c'est son copain. C'est lui qui l'a emmené à l'hôpital, il est resté avec lui toute la journée. Tu passes jamais une bonne journée quand tu es à l'hôpital. Tu jamais une bonne journée quand quelqu'un se blesse déjà de ton équipe de base. Et puis même, tu reviens encore sur la préparation. Tu as préparé avec des pilotes, des mecs qui ont l'expérience, et tu sors pas une, tu en sors deux. Tu mets dans la Toy un mec qui n'a pas roulé de l'année dans la Toy, et tu mets dans la Lexus un... Bon, du coup, on a appelé Jake Hawksworth, qui est quand même le champion anti-Timsa les 2 dernières années, avec la même voiture, pas la même équipe, mais la même voiture. La logique, effectivement, ils m'ont pas pris, du coup. Mais c'est complètement logique de prendre ce type-là, parce que, encore une fois, expérience, mais il n'a pas roulé au Mans à ce moment-là, tu vois. Je crois que c'est son premier. Entre guillemets, c'est une petite leçon de vie, mais en fait, si tu ne demandes pas, de toute façon, tu n'auras pas. Non. Donc il faut tenter. Personne te le 100% des gens qui ont rien demandé n'ont rien eu. Donc, Mais c'est vrai que, oui, il y avait cette histoire de vase communicant, puisque, qui a été très vite résolue. On a beaucoup spéculé, mais 3 au final, ouais. 3 heures, ça dure. En 3 Entre heures, l'annonce c'était fait, du quoi. premier et l'annonce de Jake Hawksworth, c'est 3 heures. Mais le truc, c'est qu'on a cru un instant que du coup, ils allaient aller piquer Ritomo, du coup, ça aurait libéré un bagage chez Cool. Et... Enfin, J'ai aussi envoyé un message chez Cool. oui, mais voilà, qui l'aurait pas fait aussi. Enfin, si tu l'avais pas fait, bah, J'aurais été plus légitime à aller chez Cool qu'à aller chez AK. Parce 100% que- des gagnants ont tenté leur chance. L'inverse, tu m'as sorti la stat opposée. Tu sais, on va faire des phrases, tu sais, comme ça, on en fera les balles. Vas-y, enfonçage de porte ouverte là. Tous ceux qui ont la bonne clé peuvent ouvrir la porte, quoi. C'est bien connu. Et ouais, non, donc ça, tu vois, premier coup de chaud. Premier coup de chaud. Ouais. Ça a fait un peu parler. Et ensuite, on a la semaine va se dérouler. On a une journée test plutôt smooth. Pas de gros soucis sur la journée test. J'ai pas souvenir. Il y a eu chez Cool Racing un petit coup de chaud, je crois. Il y a eu une sortie en fin de matinée. La 37, c'est Lorenzo Fluccia qui l'a sorti dans. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'était dans les Sports. Il y a eu pas mal de petites sorties. Tu vois, regarde. Exemple parfait du point de vue de chacun de nous. Tu as le journaliste qui passe sa journée à tout décortiquer et à regarder chaque truc parce que c'est son métier de pouvoir écrire sur ce qui s'est passé. Nous trois, on se regarde, on fait « Il s'est passé quoi ce week-end ?» Je sais foutrement rien de ce qui s'est passé. Pendant les essais, un peu plus parce que j'étais là. Pendant la course. La tu course, me c'est dem- compliqué d'avoir des yeux partout. Mais moi, tu me demandes ce qui s'est passé, je sais pas. Pendant la course J'en sais Mais dis foutrement pas ça rien. aux gens, dis pas ça aux gens, ils vont arrêter d'écouter. Non mais vraiment, parce que la position où j'étais m'a pas permis d'avoir l'image que tu es en train de nous montrer là, tu vois. En plus, toi, pendant la course, t'as pas
t'as pas de retour vidéo, t'as pas de chrono, donc tu regardes de temps en temps, tu jettes un œil sur un écran pour voir ce qui se passe. Mais Tu te bases que sur le truc Michelin. toi, tu Les faisais des essais. interviews dans la pit lane. Les essais, je les ai regardés parce que j'ai commencé à travailler pour l'équipe à partir de vendredi midi. Et du coup, j'ai passé les 2 premiers jours avec Guillaume, en fait, en salle de presse, à s'échanger des infos, des interviews, qui allait faire quoi, aller justement sur le déverminage de la Jota. Et c'est seulement à partir de vendredi où je suis rentré dans mon moule. Déjà, je t'avoue que les journées tests, pour moi, elles étaient dures de regarder les autres en n'ayant rien à faire. Parce que quand tu as un boulot, en fait, tu es dans le moment, ça te dérange pas trop parce que tu es concentré sur ton taf et tu essayes de bien le faire. Surtout quand tu le connais pas, tu vois. Mais les 2 premiers jours, je t'avoue que je regarde la FP1 et la FP3. Et quand chez Jota, j'étais souvent dans votre hospitality, je commençais à avoir un peu la larme à l'œil. Et le vendredi, je suis rentré dans mon moule. Mais dans le samedi, dimanche, je suis en pit lane. Et en fait, l'endroit où j'ai regardé le plus la course, juste en bas, là, tu vois, le petit couloir on le voit là en bas, là où il y a le stand, c'est là où on fait nos changements avec les caméramans, qu'on changeait toutes les heures et demie. Et sur le podium juste derrière vous, nous on a un énorme écran qui diffuse la course. Bah, c'est là où je regardais la course. Et tout ce que j'entends, c'est mes commentateurs français qui parlent. J'ai pas de retour image, j'ai pas de HH, je sais pas ce qui se passe. Et des fois, on m'envoyait faire des interviews avec des mecs et typiquement, juste en bas encore chez Toyota, il y a l'accident de la numéro 8 et la 51. Alors, toute fin de course, qui est quand même super important pour la course, tu vois. Et c'est un moment où moi, je me mets à la place de la personne que j'interviewe parce que j'y étais. T'as pas envie de parler. Tu sais qu'on va te demander une réaction à chaud et tu sais qu'on va attendre une réaction un peu pushy. Et moi, j'ai pas vu l'action. Donc, je sais même pas quel angle prendre. Quelle question poser? Je sais pas lui dire, je sais pas te dire avant d'y aller si c'est la faute d'un tel, s'il va être énervé, s'il va être content. Donc tu sais pas si tu dois arriver avec de l'empathie ou si tu dois aller un peu le piquer. Ou... Je demande, moi je suis en communication avec mon éditeur qui est dans le car, le réalisateur. À chaque fois que je dois interviewer quelqu'un, je lui dis donne-moi du contexte, il est combienième? Je vais interviewer Sébastien Bourdet, je dis est-ce qu'il va être content ou est-ce qu'il va être énervé? Ah, en fait, Et ça s'est bien passé parce que j'étais avec Seb, on se connaît, on est des coéquipiers, j'ai interviewé pas mal de coéquipiers, j'ai même interviewé des personnes qui m'ont interviewé à l'envers en IMSA, c'était trop cool. Mais sur le coup, tu sais pas où t'es. Et je vais voir Rob Leupen, tôt le matin, t'es fatigué, et littéralement comme ça, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez commenter les images qu'on a vues parce que je n'ai rien... Je lui dis pas parce que j'ai rien vu, parce que je peux pas lui dire. Il apprend vite le métier. Et sinon, il s'est passé quoi? Quand on sait pas trop, et on se raccroche à ce que dit le gars. Exactement, et tu ouvres la porte de ouf, et t'es là, tu fais bah, est-ce que vous pouvez commenter les images? Première réponse qu'il me dit, il me dit bah je crois qu'on a tous vu les mêmes images. Et j'ai envie de lui dire bah non frérot, moi j'ai rien vu du tout moi, donc si tu peux me montrer ce qui se passe. Et il développe un peu, il me dit bah, franchement, il était gentil avec moi sur la question parce qu'il aurait pu me rembarrer sec. Genre, c'est quoi ta question à la con? Enfin, quand tu as une caméra en face, déjà, t'évites de faire des trucs comme ça, sauf si vraiment la question est méchante. Là, je lui donne une question ouverte, j'incrimine personne, je lui dis est-ce que tu peux me donner du contexte, tu vois, commente-moi ce qui s'est passé. Et à la fin, il me parle un peu de la Ferrari, qu'elle a peut-être freiné un peu tard. Il me le fait d'une façon où c'est drôle, ça reste gentil. Je le relance du coup sur est-ce qu'il pense que peu importe ce qu'il m'a parlé des directions de course, est-ce qu'il pense que peu importe ce que va faire la direction de course, est-ce qu'il pense qu'il peut rattraper quand même la voiture de devant? Et là, il donne de la confiance à ses pilotes, je trouvais ça cool. Mais en fait, quand tu es sur le bas de la pit lane, toi, Guillaume, en tant que journaliste pour West France, tu as tout suivi et tu es capable d'avoir une vue globale de ce qui s'est passé. Mais nous, 3, en fait, chacun dans notre truc, on n'a pas le temps de tout faire. On est vachement privilégié en salle de presse parce qu'on est dans une salle qui est bien insonorisée, on entend quand même très bien les moteurs, on a tous les écrans quasiment de la direction de course avec les classements. Nous en plus, alors on a cette chance, si un jour, même vous, auditeurs de 3e relais, vous venez voir, mais en salle de presse, on est souvent installé sur la première table. Donc en fait, on fait nos propres télés. Ça, c'est juste parce qu'il est pistonné, ça. C'est parce que c'est West France. C'est la tradition, ça. C'est la tradition. Bon, après, est-ce que les tables sont réservées pour chaque tu les TV? réserves. En fait, il y a un petit moment de show après le pesage. C'est que tout le monde vient en salle de presse
Et donc S'installe. là, il y a un petit Elles clin sont d'œil. attribuées normalement les places, il n'y a Elles pas des sont- numéros. Il y a des numéros, Voilà. mais il faut que tu ailles les chercher. Ah, je pensais qu'on te donnait ton numéro, t'arrivais, tu t'enregistrais et on te donnait ton numéro, on te dit bah toi c'est A42, tu vois. Et ben en fait non, c'est dispatché en fonction. Des fois, il y a des gens qui préfèrent être dans la première salle. Les D'accord. Anglais notamment sont plutôt dans la deuxième salle. En fait, elle est divisée en deux salles, cette salle de presse. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à Catherine Vattéoni, ça fait 39 ans qu'elle fait ça. Et elle envoie passer des gars qui râlent, parce que tout le monde râle évidemment. C'est le principe même du journaliste, c'est qu'il On va râle. rajouter ça au pilote. Normalement c'est le pilote qui est de mauvaise foi et le journaliste râle. Voilà. Mais voilà, c'est un peu comme ça, tu vois. Il y a des rôles qu'il faut respecter, mais non, parce qu'en fait, tu as des enjeux pour les photographes, tu as des choses comme ça qu'il faut quand même prendre en compte. Et donc, Catherine, et à partir de samedi 16h, il y a eu le roulage là, des voitures après le pesage dans la rue. C'était d'ailleurs très sympa. Il manquait peut-être un peu de rythme, mais c'était vraiment sympa. Et en fait, moi, j'envoie un collègue réserver les tables et il y a un. Ah oui, t'as envoyé un gars. Ouais, bah, avoir le bon spot, quoi. pour le coup, Ouais, là, t'as vous le envoyé- connaissez, c'est Stéphane Bois qui est allé. Ah, Il avait rendez-vous avec Dries Mentor dans la foulée, donc ça tombait très bien. Mais il est allé réserver les tables et effectivement, nous, comme on est beaucoup de monde, on est une grosse machine. Le Maine Libre aussi, c'est pareil, c'est une grosse machine, c'est le journal qui est plus en Sarthe. On a de la place. C'est une place derrière le même. Ah, oui, mais c'est la, Vas-y, dans le crois, métro, quand même. bon. la tradition, c'est quand même la première table Ouest France, la deuxième table, c'est le Maine Libre. Il y a des choses qui ne changent pas comme ça. Et moi, ça fait 11 ans que j'ai la même place tous les ans, 24 heures du mois. Surtout, vous êtes nombreux. On est nombreux. Vous avez un vrai On îlot, peut- c'est un on peut- vrai- on pourrait tout à fait. quasiment- Kim, c'est un peu une personne âgée, tu vois, on peut pas changer ses habitudes. Ah, sinon, après, en fait, tu sais, c'est un peu. il y a des choses. Une sorte de mayonnaise, tu vois, la Petit, mayonnaise avec le poulet, tu la le mayonnaise donnes avec même le pas. poulet. Ça va chaud. le retraiter Ah bah, mon petit monsieur, faut pas. Moi après sinon j'ai mal au genou, tu comprends. Quand il faut vous courir après, en plus déjà c'est difficile de vous avoir. Alors si en plus on n'a pas notre place, ça va mal commencer la semaine. On va pas mal se mettre. Non, mais effectivement, tu as quand même une petite orga qui est importante d'avoir. Bah, tu vois, je suis sûr, toi, quand tu t'installes au Mans, il y a 2-3 trucs que tu fais obligatoirement. Si tu les fais pas, t'es pas satisfait. Si ton bureau n'est pas installé comme tu as envie, comme tu as besoin pour être efficace, à nous, c'est un peu ce truc-là. Donc, et on s'est habitué, ça fait des années qu'on est habitué à bosser là. Effectivement, c'est difficile de casser le rythme, même si une année, pendant le Covid, je crois qu'on était installé dans la deuxième salle. Et c'était pas T'as plus mal. réussi à non bosser. plus. C'est pas bien. C'est l'une des pires Pas années. une- Ah, tiens. C'est l'une des pires années. Grand-père, on lui a changé ses habitudes un peu, il était pas Aïe, 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 j'étais pas bien. Non, mais voilà, donc nous, on a ce rythme-là. Et nous, en fait, il faut bien dire aussi que vous êtes installés depuis le lundi. Nous, Ouest France, on s'installe à partir de la journée test jusqu'au dimanche soir de la course, on est là. Et même, je dirais même jusqu'à lundi matin pour moi hier, parce que j'ai été faire la pit lane qui se démontait. Et nous, on s'installe là, et notre rédaction est délocalisée au circuit. Tous les jours, on vient travailler ici. Et c'est un terrain de jeu extraordinaire. Il faut quand même se dire ça. Nous, pour les journalistes, tout est à dispo. Si tu es bien organisé, que tu es un peu connu, je vois, par exemple, moi, j'ai calé 45 minutes d'interview avec David Fleury. J'ai passé 45 minutes extra. Parce que, mec alors, est génial. c'est un mec qui est discret, qui ne va pas faire des grandes envolées. Mais alors, Tu peux rappeler aux gens qui c'est. David Fleury, c'est le directeur technique de Toyota depuis cette année. Et il bossait auparavant chez Oreca, donc notamment avec ses Directeur équipes. technique d'Oreca. Voilà. Et lui, c'est un mec qui connaît vraiment Le Mans. Et ce que j'aime beaucoup dans son approche, c'est que la première chose qu'il m'a dit, mais moi je veux bien qu'on fasse un portrait de moi, mais pensez bien qu'il n'y a pas de surhomme. Tu gagneras jamais tout seul. Tu as un mec qui peut dessiner la meilleure voiture du monde, il dira j'ai dessiné la meilleure voiture du monde. Si derrière tu n'as pas ton équipe, tu n'as pas les gars qui vont t'aider à faire les pièces et machin, c'est logique en fait. Là, pour le coup, on enfonce une porte ouverte, mais Ouais, mais tu l'entends pas souvent. et lui, il a commencé par dire ça. Il dit des surhommes au Mans, ça n'existe pas. C'est toujours une équipe qui fonctionne, c'est toujours des gars qui rattrapent une connerie d'un autre ou qui vont valoriser un bon travail d'un gars. Et tout ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant sur la notion de comment tu vas valoriser ton équipe, comment tu vas valoriser tes pilotes. Ce que fait Rob Leupen en disant c'est les pilotes qui vont gagner maintenant. C'est eux qui ont les cartes en main. Nous, on a fait ce qu'on pouvait. Et on en a parlé hier matin en se croisant. C'est aussi comment tu vas gérer la fatigue de tes mécaniciens et dire ce que vous faites, c'est important, donner du sens à ce qu'ils font. Et ça, j'ai adoré faire ça. Je le faisais moins avant, je me concentrais sur les pilotes. C'est peut-être l'effet troisième relais, Je suis complètement d'accord avec ça. probablement. Et je pense qu'on le fait tous de plus en plus. Ouais. Mais ça, c'est cool. Et ouais, Ça je sens que ça change dans le paddock. Même, j'ai l'impression que tout le monde. Peut-être que le règlement Essaye de- hypercar te le permet aussi. Comment ça, Parce sur que- les mains parce qu'en fait, techniquement, ce que te dit le règlement hypercar, sans entrer de fameux mots que t'aimes pas, Ah, mais que- on te dit le potentiel des voitures elles-mêmes. Donc en fait, c'est moins ta voiture qui Ok, va faire la ouais, je vois différence, ce que tu veux dire. c'est ton équipe. Mais c'est plus, je pense, que ce que tu voulais dire, hein, Guillaume, c'est sur la façon dont on traite l'information et où est-ce qu'on va la chercher.
Et il y a un truc qui a été pour moi super important et j'étais très content de le faire. Surtout si vous avez regardé les 3-4 dernières heures de la course, où c'est un sprint, littéralement, entre la Ferrari, la Toy et la Peugeot 6. Et la Cadillac, c'était 5 Porsche, pardon, Porsche. Je suis fatigué. Ça commence par un Mardi P. matin aux 24 heures du Commence par un Mans. P, laisse-moi tranquille. La Peugeot 6. La Porsche numéro 6 et la Cadillac numéro 2. C'est que dans ces 5 là que je viens de citer, eh ben, elles ont toutes soit un ingénieur en chef français ou pour la Cadillac numéro 2, une directrice de la stratégie française. Dans combien de catégories au monde, même F1 comprise, même sport peut-être, où est-ce que tu as 5 Français responsables des 5 premières voitures d'un championnat du monde, des 5 premiers participants d'un championnat du monde. Et donc du coup, je prenais la caméra, j'avais quand même c'est ça qui m'a plu en fait, c'est que j'avais le contrôle un peu de mon cadreur et je lui ai dit prends cette image-là, et j'ai fait passer tous les ingénieurs, toi y compris, on a eu une interview ensemble qui était top, Mathieu Leroy et Jean-Philippe Sarrazin qui sont les ingénieurs en chef de la 5 et 6 chez Porsche Penske, David Flory dont tu viens de parler, qui est le directeur technique et qui est aussi sur le muret des stands pour Toyota 7 et 8. T'as eu la 50? J'ai eu la 50 avec Damien. Avec Damien, Damien, c'est son nom de famille, excuse-moi. Lui aussi, mais il a bossé chez Dams. Il était chez Dams et ça a été en fait Jean-Philippe Sarrazin a été mon ingénieur en ELMS en 2020. Mathieu Leroy a été mon ingénieur en 2021 en IMSA. Bertit a été mon ingénieur en 2020. 19-20 la super saison. Damien était mon ingénieur une journée en GP3 et il y a la directrice de stratégie dont le nom m'échappe, excusez-moi. Merci. Qui était, alors, truc aussi complètement fou, Élise Maury gérait la voiture avec son mari, Jonathan. Non, ça ne Si. savait même pas. C'est Qui un est français aussi? Ouais, non, il est belge. Ah. Jonathan, je crois qu'il est Ouais, belge. francophone. Ça compte pas. Attention, c'est Ah, pas nous- pareil. À nos- Il y a à nos champion amis du monde, belges, il y a un hein, champion du monde, qu'est-ce que je te dise moi. Et ouais, non, Élise et Jonathan, ils sont. Et tu vois, de mettre les caméras avec les noms sur le synthé, le synthé c'est ce que tu vois en bas de ton image avec le nom, pour moi je trouve ça top parce que déjà tu mets un visage sur qui t'entend à la radio, parce que les radios on les entend tout le temps, mais on voit jamais qui parle et on voit jamais le nom de l'ingénieur, on voit toujours le nom du pilote. En F1 tu le vois de plus en plus, tout le monde connaît Peter Bono, l'ingénieur de Du coup, sur l'ingénieur l'équipe, là, il y a d'Hamilton. eu Olivier Bertha, ingénieur. Olivier Bertha, c'est le seul qui... Allez. C'est le seul qui a parlé. Après la course, j'ai eu une réaction de Jean-Philippe Sarrazin qui était dévasté. Et tu le voyais sur son visage, tu vois qu'il était fatigué, qu'il était déçu forcément, parce que quand tu te bats pendant 24 heures pour la victoire, ce que je te disais, peu importe où tu finis, ton émotion, elle va être réelle, elle est vraie et elle est intense. Et je ne sais pas si elle est passée, parce qu'on a dû l'enregistrer, parce qu'on avait un invité en plateau. Je ne sais pas si elle est passée. Et pareil, tu vois, des fois, je fais des interviews, je ne sais pas si elle passe. Je l'enregistre, si je ne suis pas en direct, je ne sais pas si ça passe. Donc celle-là, je ne sais pas si elle est passée, mais tu voyais dans son visage que ce qu'il disait, c'était vrai et c'était intense. Et de mettre la caméra sur ces gens-là, et je pense qu'aussi, je suis d'accord, c'est un effet de troisième relais. En tout cas, j'espère que ce truc-là grossisse. Tu mets l'humain sur cette course-là, tu mets l'humain sur le déverminage du bout là-bas. Et raconter des L'histoire, elle est histoires, ouf. quoi. Et surtout pour moi, parce que donc il y a les pilotes, où souvent ils sont sur le devant de la scène, un peu les ingénieurs aussi, mais il y a aussi tous les mécaniciens, Bien sûr. tous ceux qui s'occupent de l'essence aussi pour les voitures, ceux qui s'occupent des pneus. Donc au niveau du Mans, on met 14 trains de pneus pneumatiques du début jusqu'à la fin de la course. Et on n'a pas, donc on n'a pas 14 trains de jantes, donc il faut toujours pendant la course aller nettoyer les jantes, les démonter, aller les emmener chez Michelin, remonter des nouveaux pneus. Et eux pareil, ils dorment pas toute la course. Si tu fais une erreur, tu montes la mauvaise jante sur le mauvais Exactement, pneu, eux ils ont une, c'est un travail précis, mais c'est super important. Toutes les physios, pour que ce soit les pilotes ou l'équipe, tous ceux qui s'occupent de la nourriture. Et en fait, c'est le pilote à la fin qui est dans la voiture et qui va conduire, mais toutes ces personnes-là, s'il y en a un qui ne fait pas son job correctement, la voiture, elle peut avoir un problème derrière, quoi. de visiter un box à un autre, tu vois, pendant 24 heures, je pouvais voir comment est-ce que les mecs étaient organisés. Et il y a un box, moi j'ai passé le week-end là-bas, hein. Il y a un box qui est génial, c'est le box de Jota. Parce qu'ils font quelque chose sur la nourriture qui est génial. Ouais. Donc nous, j'en avais parlé déjà un petit peu le dernier épisode, mais on va attendre. Donc en fait, c'est on a Pete qui est notre physio, Pete Webster. Pete Webster, C'est mon physio aussi. et qui s'occupe en fait de préparer un menu pour toute l'équipe. Et chaque heure, il y a une petite chose qui arrive, que ce soit une petite soupe, une petite ration de riz, un petit gâteau à manger,
Enfin, il y a plein de petites choses à chaque fois qui arrivent. Et en fait, il fait en sorte que tout le monde ait toujours un niveau d'énergie constant pendant la course et tombe pas du nez à 3h, 4h du matin et soit toujours à son énergie. Ça, c'est vachement bien. Ouais. Ça, c'est bon. Ça, tu vois, ça fait partie des petits regrets que j'ai, moi, parce qu'il y a plein de sujets. En fait, tu fais des choix. À un moment, tu peux pas tout faire. Et tu vois, un truc comme ça, raconter, encore un petit truc humain où tu te dis, mais Moi, je suis venu juste pour un parce qu'on m'a dit à 9h10 il y a des crêpes au Nutella. Je suis arrivé, les crêpes au Nutella, je m'en suis mis dans la pocket. Salut les gars. Mais c'est là où, comme on dit, ouais, en fait, c'est le team. Il y a tellement de gens mis bout à bout qui font que le pilote roule. Et en fait, il y a ce truc où le pilote, il arrive le matin. Ils ont tout le temps une arrivée en track après tout le team, évidemment. Et genre, les pilotes arrivent et t'es en mode bon, salut, t'as bien dormi, machin. Genre, le team prend des nouvelles du pilote. Alors qu'en fait, bah, genre, tout le monde se Soit bute. l'inverse, presque. C'est ça en fait, le pilote devrait arriver et dire les gars, je sais que vous n'avez pas beaucoup dormi, j'espère que ça va, est-ce que tu veux un café ou un truc, tu vois. Enfin, j'extrapole et je me plains de rien, tu vois, mais en fait, il y a tellement de gens qui taffent pour eux, dans un sens. Enfin, je veux dire, eux, c'est juste le dernier maillon de la chaîne et effectivement, ceux qui sont mis en avant, puisque c'est eux qui roulent et c'est eux qui brillent, mais toute l'équipe brille en fait. Elle est vraiment particulière cette position de pilote en fait, parce que comme tu dis, tu as une équipe qui bosse pour toi. Ouais. Et tu as tout qui est fait pour que tu performes à 100%. Donc déjà, toi, tu ne peux pas accepter de faire ton boulot à 99% quand tu as 60 personnes qui te mettent à 100% dessus. Et là, je l'ai vu du coup, parce qu'on a fait quand même 30 heures de direct sur l'équipe. J'ai plus bossé que si j'étais pilote. Pourtant, je suis moins fatigué physiquement. Parce que, ok, tu travailles moins, mais quand tu travailles, c'est tellement intense ce que tu fais Ouais. que quand tu sors de là, t'es cassé, t'es lessivé et je suis même pas capable de rentrer chez moi à Paris, tu vois. Donc, d'un côté, si t'as pas ça, tu peux pas performer au niveau d'un Lorenzo Anto, au niveau d'un Kevin Estre. Pour moi, les mecs, ils ont fait un Niklas Nielsen qui ont fait des courses, mais de dingo. Donc, si t'es pas aussi chouchouté, pour faire ce qu'on fait à ce niveau-là, on peut pas le faire. Tout à fait. Non, c'est pas ce que je disais. Je veux dire, si, c'est ça que je disais, mais ce que je veux dire, c'est que Mais l'effort on les met dans toutes les conditions possibles pour qu'eux, ils puissent être à 100%. En fait, l'effort, il est tellement pas du tout le même. Pour un Ouais. pilote, il faut être prêt physiquement et mentalement pour tout donner d'un coup. Et ensuite, quand tu sors, tu switches, t'éteins tout et limite, tu te fais vraiment biberonner, quoi. Ouais. On t'emmène d'un point A à un point B, t'as pas envie de réfléchir à quoi que ce soit. Parce que quand tu es dedans, tu es à 110%. Quand on sort, tu es à 0%. Ouais. Alors qu'un mécano, en fait, il est tout le temps à 90% de sa capacité physique. Et du coup, tu n'as pas le même effort, mais il faut être beaucoup plus résilient. C'est vraiment la résilience de rester debout, d'être tout le temps sur la réflexion en permanence. Tu es moins lessivé, mais tu es obligé, pour moi, presque d'être plus résistant à la douleur que quand mais tu es le niveau pilote. de vigilance, quand il remonte une voiture complète en 24 heures. Et tu es tout le temps debout, en fait. Ouais, Tu n'as pas de moment off, alors que quand tu es pilote, tu as des moments off et tu te les donnes parce que sinon tu peux pas le faire. Ouais. Quand tu es mécano, quand tu es ingénieur, tu n'as pas le droit d'avoir un moment off. Et ça, la résilience pour tenir comme ça, franchement, c'est dur. Et ça, tu fais ça pendant 10 jours. C'est surtout ça. Tu fais ça pendant 10 jours. Et si on revient d'ailleurs sur la chronologie de la semaine, donc lundi, mardi, c'est plutôt off. Nous, c'est une journée, c'est ce que je vous disais, ça a été une journée un peu bâtarde, mais comme on était plutôt bien organisé cette année et qu'on avait bien anticipé pas mal de choses, en fait, le fait d'avoir fait toutes les manches du WEC avant, ça m'a permis aussi d'anticiper pas mal de sujets. Tu savais déjà de quoi tu allais parler. Exactement. Et il y a un truc qui remonte, et je pense que ça a été aussi, en tout cas en hypercar, le sujet. Finalement, alors d'habitude, on a toujours les chouins-chouins autour de la BOP, on n'est pas bien servi, etc. Cette année, très vite, tout le monde s'est dit, c'est pas ça le sujet. Parce qu'il va y avoir de la pluie. À quel niveau, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est comment on va gérer les pneus. Et là, les pneus, c'est devenu le sujet. Tout le monde en a parlé. Nous, le mercredi matin, il y a la conférence de presse Ferrari. Antonello Coletta, il nous a fait son petit coup de pression. Ah, les pneus, oh là là, attention, attention à la chauffe, faites attention. Il y en a peut-être qui trouvent des moyens de chauffer. Alors, peut-être. Mais moi, ce que j'ai trouvé génial sur ce point-là, c'est de se dire que, effectivement, on a la pluie qui commence à arriver. Là, juste au moment où je parle des pneus, c'est bien. C'est clair. Ça a été que ça ce week-end. Est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on rentre pas? Mais ce qui a été vraiment intéressant sur ça, c'était de voir que ça donne un tel niveau de performance. Pierre Albès, qui est le patron de la compétition chez Michelin, me disait on est sur une perte de tour d'à peu près 15 secondes sur la chauffe des pneus en sortie. Ouais. C'est énorme sur 24 heures. Et donc, si tu peux gagner 2, 3, 4 secondes qui sont extrêmement dures à avoir quand tu es à un bon rythme,
eh ben, tu essayes de trouver des solutions. Et donc, il y en a qui ont optimisé. Alors, il y en a qui se sont peut-être dit, ouais, mais c'est quelle température ambiante? Est-ce que c'est la température ambiante du stand? Est-ce que c'est la température ambiante dans le camion? Est-ce que c'est la température ambiante dehors? Donc, il y a eu des questionnements sur tout ça pendant la semaine, mais c'est surtout savoir quelle stratégie. Est-ce qu'il y en a qui partiront en pneus froids? En fait, parce que là aussi, je dis le contexte. Chez Michelin, on dit soft, medium, hard, pour se rapprocher de ce qui est dit en Formule 1. Mais en fait, c'est cold, medium, hot. C'est-à-dire qu'ils sont tous capables de faire 3-4 relais, ces pneus-là. Même toi, je crois que tu les appelles A, B, C carrément. T'as même pas. Ouais, c'est ça. On simplifie. ABC. Pour te dire à quel point c'est même. Non, oui. ABC. Ok, merci Olivier. Faut aller au plus vite dans la vie. C'est vrai qu'on les appelle ABC. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé le B, qui est le médium, le samedi début de la course, s'il est encore assez chaud. À partir du samedi soir, beaucoup de personnes sont passées sur les softs, donc les A. Parce que la température de la La piste est plus basse. température baissait, il pleuvait un petit peu. C'est Donc... pas une question de rapidité du pneu en fait, c'est une question d'adaptabilité du pneu par rapport à la température. Et puis dès qu'on passait sur des conditions un peu entre deux, où tu es entre facile la à pluie chauffer. et le sec, et des parties du circuit sont un peu mouillées, des parties du circuit sèches, donc tu vas avoir un pneu qui est le plus adapté possible. Et souvent on mettait le soft pour être bien. Ce que j'ai vu. Parce qu'en fait, ce qui était intéressant, et c'est là où j'ai trouvé la partie d'échec aussi, mais qui a dû être un arrachage de cheveux pour vous, c'est qu'en fait, ton pneu slick, il peut fonctionner sur une piste humide tant qu'il est chaud. Si tu perds de la température et surtout de la pression, je crois que c'était ça l'enjeu, là, c'est là où ça devient compliqué. Mais tant que tu arrives à garder, donc, par exemple, tu as un circuit du Mans qui est super long, là, d'ici Mulsanne, il y a 7 km à vol d'oiseau, de là où on est. Tu peux avoir une averse là-bas, et ça se trouve là, il pleut un peu ici, il pleut pas du tout là-bas, ils ont même peut-être, on pourrait même se dire qu'ils ont un peu de soleil. Tu as des conditions qui changent un peu. Tu as des conditions très différentes d'un côté à l'autre du circuit. Il y a les hunaudières, où tu es entre les arbres, l'humidité, elle ne s'en va pas. Tu es au Porsche, il y a du vent. En 15 minutes, tu peux avoir une piste sèche. Donc tu as tout ça à prendre en compte. Et en plus de ça, tu avais l'enjeu de te dire jusqu'à quand les pneus slick peuvent marcher, quand est-ce que je passe les pneus humides, enfin les pneus wet, parce que si jamais je les mets trop tôt, il va y avoir du blistering, je risque de les déglinguer. Alors que dans l'autre sens, quand tu avais une piste humide qui séchait, ça allait parce que je crois que les Michelin, ils sont plutôt pas mal en conditions séchantes. Ouais. Tu peux les faire rouler pas mal. Et là, je me dis, mais t'es ingénieur. T'as pas dormi, t'as dormi, allez, peut-être 3 heures. Voilà. T'as dormi sur un canapé dans le stand, à côté des toilettes Jota, où dès que tu ouvrais la porte, t'avais la musique des chariots de feu. Enfin, j'imagine l'horreur de la nuit. Et là, tu es en train de te dire, il est 3 heures du mat, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je monte pas? Et oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire en face? Mais c'est quel pilote? Et là, je me dis, et c'est là que tu te dis aussi, c'est là, le niveau d'engagement des gens, quand même assez fou. Et nous, c'était lunaire par moments parce qu'on s'est retrouvés à des moments dans la course où la voiture s'arrêtait dans les stands, il faisait sec, Et tu mettais les pneus pluie. et en fait, on mettait des pneus pluie. Et parce qu'on sait qu'à un autre endroit du circuit, si on n'a pas les C'était pneus trempé, pluie, trempé. et donc tu es dans un endroit dans la pit lane complètement sèche, tu mets des pneus pluie. Et donc là, il faut avoir la confiance de tes pilotes et dans ton équipe mutuellement. Pour moi, c'est là où en fait, tout le Mans s'est joué. Ça s'est pas joué sur la performance pure, sur du double relais. On a vu à des moments Ferrari être carrément dominateur sur le sec. Quand Ferrari c'était sec, c'était pour eux. La pluie est arrivée et la Porsche de Kevin Estre et de Lorenz Vanthoor ont commencé à marcher mais diaboliquement. Et tu voyais un peu des rotations entre les mecs, entre les voitures. La Cadillac aussi, à un moment, était super vite au début de la matinée. Tu as eu des rotations comme ça. Et du coup, c'est une question que j'ai posée à Derek Bell, qui a gagné 5 fois le Mans. Et je lui ai demandé, avec les conditions qu'on a là, est-ce que tu penses que le pilote ce week-end peut être plus important que la voiture? La réponse a été claire, nette, précise. Il m'a regardé, il a fait non. Mais je pense quand même que ce week-end, plus que les autres en tout cas, les pilotes ont fait la diff dans le sens vers la victoire, mais aussi dans le sens faute. Parce qu'on a vu pas mal la Cadillac numéro 311 avoir un accident en sortant des stands. Tu as eu José María Lopez qui a fait un tête à queue à la fin qui leur a coûté quand même pas mal de temps. Ouais, mais c'est dommage parce que pour le coup, Lopez, il a été ultra vite en fin de. Il mettait 6 secondes à tout le monde à ce Bah oui, moment-là. Le mais- tour d'avant, il met 6 secondes à la Ferrari. 6 secondes, c'est lunaire. C'est un peu. Comment dire, là, tout le monde retiendra cette attaque et dira ils ont perdu le Mans à cause de ça. Mais non, il était grâce à ça, il était toujours en position de pouvoir les gagner. Mais un peu comme l'année dernière aussi, où la Toyota fait un tête à queue à harnage avec Ryo Hirakawa et du coup perd le lead face à la 51. Donc tu te dis en fait,
c'est une équipe qui gagne le Mans pour moi, mais ça peut être une personne qui fait une erreur et qui fait tout foirer. Elle est là la difficulté de cette course-là en fait. T'as personne c'est ce que David Fleury disait. T'as pas un mec qui va te faire gagner la course. Par contre, il peut y avoir un mec qui la fait perdre. Ça, putain, quand t'es à cette place-là, personne n'a le droit à l'erreur dans une équipe de 60 personnes. Super dur. Quand tu vas au bout de toi, tu es à 110% pendant 24 heures, bah, ça peut arriver. En fait, si tu veux, l'erreur n'est pas une option, mais elle peut quand même arriver. C'est toi qui m'avais sorti cette phrase-là, et je crois que j'avais tapé un mur quand tu m'as dit ça. Ouais, mais de toute façon, à chaque fois. Alors, voilà, superstition, moment superstition. À chaque fois que je vais voir quelqu'un avant un début de course, Et il lui arrive une merde. il lui arrive quelque chose pendant la course. T'es allé voir qui samedi matin? Je suis allé voir Monsieur Lajoigny. Je lui ai donné je lui ai donné le journal. Et Monsieur Lajoigny, ça s'est terminé 6 heures après le départ. Donc voilà. Et la Gabi, les 2-3 fois où je suis allé le voir en grille. Spa 2022. Spa 2022, mais Le Mans 2021, Le Mans 2022. Le Mans T'arrêtes 2023, je ne suis pas allé te voir. Et ça s'est très bien Et tu passé. finis ton relais En en tête. fait, reste chez toi le samedi matin. Je finis. Viens voir C'est personne. bien le télétravail, non? Pour la petite histoire, comme ça m'a traversé l'esprit à un moment, je me suis dit, je vais déposer le journal à Je vais aller Olivier. voir tous les gens que j'aime pas. Je vais aller voir Olivier, je vais lui déposer le journal et j'ai été voir dans son temps, il est là. On m'a dit non, il n'est pas là. J'ai posé le journal sur ce fauteuil, je suis reparti en courant, tu sais. C'est super, ils vont finir. Et du coup, là, ça fait 1 heure qu'on parle. Vous êtes chaud, on parle un petit peu du sportif, les résultats, qui a gagné, comment ça s'est passé. Je sais pas, moi j'avais un micro dans les mains, j'étais pas là. Hein. Alors c'est Ferrari qui gagne. Donc, juste pour Ferrari rebondir sur numéro l'avant-dernier 50. épisode de 3ème relais, c'est Gabi et moi qui avons raison sur la win overall. Merci à tous. Coup de chance interstellaire, hein, excuse-moi, hein, mais moi avant les 30 dernières minutes, Oui, je savais oui. absolument pas que c'était elle. Je pense que c'était plus notre voiture de cœur. On voulait que la C'était 50 gagne. et- Complètement notre voiture de cœur parce que les pilotes sont cool, c'est Exact. tous des potes, on a tous fait du karting ensemble. C'était un prono de cœur. Hein, c'est pas C'est un- ça. Alors, coup de malchance, moi j'avais dit Sébastien Bournet. Comme d'habitude, c'était voilà. Moteur. Désolé Arrête de Sébastien, parler je de suis lui, vraiment. Sébastien Ben oui, Bournet je vais arrêter. Et le pire, c'est que il paraît que sur l'équipe, il y a quelqu'un qui a dit que j'avais parié sur ou l'appli du WEC, je sais plus. Moi j'ai rien Il dit. y a quelqu'un qui a dit aux commentaires que à un moment la Cadillac elle revenait, elle était en tête. Et il y a quelqu'un qui a dit ouais, petite pensée à notre confrère Guillaume Nedelec, il a dit faut pas oublier Cadillac. Et juste après, elle s'écroule totalement dans son. C'est vrai. Si t'entendais en salle de presse, c'était l'application WEC. Mais ça doit être Anthony Drevet. T'en as pas avec Anthony Drevet, non C'est peut-être Anthony Drevet C'est ouais, qui a Anthony. peut-être dit ça. Ouais. Bah, c'est lui qui On le commandait salue ça. d'ailleurs parce que lui aussi il a fini sur Hérotu, je pense. C'était lui, ouais. Donc ouais, non, il y a eu cette histoire-là. Donc Tu t'apportes voilà, aller à je ne Bordeaux. dirai plus rien, plus de pronostics, c'est terminé. Voilà, je me retire définitivement des pronostics. Donc deuxième, qui a fini Ferrari deuxième? numéro 50 en tête, Toyota numéro 7 deuxième, Ferrari numéro 51 troisième. Et alors à la suite, là j'ai un énorme trou. C'est la Porsche ce que je peux 6, Porsche quatrième. 6 tout à fait. Et par contre, je pense que le scénario de course, il s'est joué sur la fin de course s'est joué sur un événement. Ça s'est joué sur l'accrochage entre la Toyota numéro 8 et la Ouais. numéro 51, puisqu'ils étaient sur la stratégie, il me semble, la meilleure. En tout cas, c'était parti pour. Et je pense que la fin de course de Ferrari aurait été un tout petit peu différente si la numéro 8 avait toujours été dans le coup. Parce qu'en fait, la numéro 50 termine, on va pas dire Avec sur la réserve, rien, mais elle est à rien. 1% d'énergie. Rien du tout. Rien du tout, donc ça s'est joué vraiment, voilà, ça passait pas large. Et la Toyota qui leur mettait la pression, ils ne pouvaient pas se permettre de faire ça. On m'a dit chez Ferrari que s'il s'arrêtait de pleuvoir, parce que la voiture effectivement consomme moins sous la pluie parce qu'on va moins vite, s'il s'arrêtait de pleuvoir, c'était mort pour eux. Moi, je trouve qu'il y a une petite histoire marrante aussi pour la 50, donc la voiture qui gagne la course. C'est qu'à peu près, je crois, 1h30 ou 1h45 de la fin de la course, il y a la portière passager qui est ouverte. Ouais. Ça, t'as pas le droit de rouler avec une portière. Elle a fait 3 tours si je me trompe pas. Ouais, donc en fait, le directeur de course, Eduardo, leur dit il faut que vous arrêtiez maintenant pour fermer cette portière. La peau Sinon, noire avec rond orange. vous n'avez pas le droit de continuer. Donc ils s'arrêtent, ils mettent de l'essence, ils referment la porte. Sauf qu'au moment où ils s'arrêtent, ils sont donc obligés par le directeur de course de s'arrêter. Et là, il leur reste 16 tours. Sauf que normalement, un relais, c'est 12 tours. Tout le monde faisait 12 tours par relais. Donc là, ils se sont dit, ok, si on veut faire le même nombre d'arrêts au stand que les autres, il faut qu'on fasse 2 fois 13. Donc 2 fois un tour de plus que d'habitude. Et donc la Ferrari qui gagne, toute la fin de la course, ils sont obligés de faire d'économiser de l'énergie et du carburant pour aller jusqu'au bout de la... Et c'est pour ça qu'ils passent à une arrivée avec 2% d'énergie.
C'est beau. Et donc ça, c'est une petite histoire, je trouve, qui est marrante il aussi. faut que tu aies encore la lucidité de te dire, en sachant que les autres, ils reviennent comme des dingues. Tu Ouais. as 9 voitures derrière qui sont. Là, c'est horrible quand t'es dans la Il voiture. avait, parce il avait une petite marge quand même, Niklas. Elle était pas en énorme. temps, tu mais- parles Ouais, il y avait 40 secondes, secondes, je crois. Ouais, 40 secondes. Ouais. Et là, quand tu es dans la voiture, tu as la fatigue. Tu es quand même en train de mener les 24 heures du Mans à 30 minutes de la fin. Tu as un chiffre d'énergie à tirer qui doit être horrible parce que c'est pas fun de sauver de la voiture. Et tu entends ton gap qui descend derrière. Et là, tu es en train de faire tes propres calculs à toi. Ouais. Les ingénieurs le font, mais si on ne le dit pas, tu es en train de les faire toi-même. Puis en plus, tes calculs, enfin moi, les miens, ils sont pipi complets, ils sont jamais bons. Et tu es là en train de te dire, ça va être tant d'axe cette histoire-là. Et là, le stress que tu as dans la voiture, de ne pas se crisper, je peux te dire que Et Niklas, en il était plus, solide. Tu voyais que, évidemment, il sauvait son énergie, mais aussi il prenait une marche pas possible. Enfin, je pense à partir de 15 minutes, quand tu Ça as se 15 voyait, minutes ouais. damier, tu es en mode, ok, je ne veux plus tarter cette caisse. Quoi. Genre, c'est. Enfin, tu sais, tu mets tout en œuvre pour qu'il ne Tu t'arrive perds rien. Tu trois- vois, dans les Porsche, il passait à 1,50 m d'humeur. Enfin, il prenait des marches pas possibles. tu tu vois. pars, et par contre, tu commences à perdre 5 secondes par tour sur les 5 derniers tours. Fini. Et là, tu te fais doubler ouais, sur la ligne. Là. Mais Et c'est moi, pour- je reviens c'est plus pour ça jamais qu'il y au a Mans, cette espèce de. hein. Je ne reviens plus jamais. Hein. Il y a cette balance à trouver entre sauver du fuel et prendre les marges pour finir la course et toujours garder le gap derrière, garder un rythme décent. Enfin, c'est là où Niklas a été brillant. Et moi, je suis pas pilote et j'ai jamais été dans une équipe de course. Mais je me dis, tu vois, tu sais que tu vas gagner le Mans. C'est comme on disait, j'insiste vraiment là-dessus, c'est ton monument de l'année. C'est le truc que tu veux faire. De ta vie. Et là, tu te dis, je vais la gagner. Je pense que tu as un track énorme. Et on voit Niklas, quand il passe la ligne d'arrivée, il pleure à chaudes larmes. Pourtant, c'est un gars qui ne montre aucune émotion. Il est très impassible. Les T1G, c'est pareil, je pense. Mais comment là, tu vois, émotionnellement, tu as intérêt à serrer les dents. C'est vrai que cette image, elle est incroyable. De Niklas qui passe la ligne, excuse-moi, je t'ai coupé. Le problème, quand tu es dans ce moment-là en tant que pilote, quand tu es dans la voiture, c'est que forcément, tu comprends l'enjeu, tu sais ce qui se passe. Tu sais que tu es arrivé de ce moment-là, encore plus pour cette course, mais pareil, si tu es en tête d'une championnat du monde et que tu es en train de jouer le truc, il te reste 3-4 tours, tu te dis, si je la plante, je passe vraiment pour le plus grand couillon de l'univers et je rentre plus jamais, je perds mon boulot demain matin. Ouais. Et le problème, c'est que, et ça c'est pour tout sportif hein, dans le haut niveau, quand tu penses à ne pas faire une erreur, tu finis par la faire, toujours. Et la façon dont tu vas te parler dans la voiture, elle est ultra importante parce que c'est un peu comme quand on dit, quand tu fais des cours de conduite, ta voiture elle va là où tu regardes. Bah, tu fais exactement ce que tu penses faire. Et si tu te dis, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça, tu finis par le faire, surtout avec la fatigue. Alors que si tu te dis, ok, je reste dans le moment, je suis ici, avec ce que je sens, il faut que je freine bien tel repère, là je freine bien, okay, je rentre dans le virage. Et je te jure, quand tu es à ces moments de stress-là, tu es sur du micro-management, en tout cas pour moi, à la seconde près, en train de dire, ok, là, tel virage, tel freinage, ok, je freine bien, en ligne, lâche, ok, là je rentre dans le virage, là reprends les gaz, tranquille, attention, le virage. Et c'est à ce rythme-là dans le truc où je me dis, voilà, reste là, je pense pas à freine pas trop tard ou fais gaffe à pas sortir trop tard. Je fais ok, freine bien comme il faut, en ligne, lâche bien les freins, accélère bien. Après, je pense que c'est un moment où tu été vachement accompagné par ton ingénieur dans cette dernière demi-heure, non? Parle pas trop, hein. Tu m'as pas parlé à Bahreïn. Non, ça dépend quelle info tu as donné à ton pilote, mais si tu n'as pas besoin de lui dire quelque chose de spécial, ça sert à rien de surcharger. Moi, s'il me parle trop à ce moment-là, je vais fermer sa gueule. Ouais, c'est ça, des fois tu as des pilotes, tu n'as pas besoin de trop leur parler, ils savent ce qu'ils font et c'est tous des pilotes pros, donc normalement. Et on parle de ça, mais les mécanos aussi. Est-ce que toi, comment tu leur parles aux mécanos quand tu vas être sur le dernier? Est-ce que tu leur parles déjà pendant la course? Est-ce que tu leur dis des choses ou quelqu'un le dit pour toi? Un petit peu, j'essaie de temps en temps de leur expliquer ce qui se passe pour pouvoir qu'ils comprennent aussi la course. C'est pas toujours facile aussi. Moi, des fois, j'oublie souvent de le faire. Mais c'est aussi important de les mettre un peu Dans le contexte. et puis que ça les intéresse aussi. Parce que pour eux, c'est facile de ne pas comprendre ce qui se passe pas si autour, c'est ou pas de ne pas comprendre le challenge, ou est-ce que le pit stop d'après, est-ce qu'il est important ou pas important. Donc Ouais, tout ça, c'est c'est. Ouais. Ouais, et tu les encourages aussi. Par exemple, dernier ravitaillement, c'est de coup, tu sais, tu es peut-être relâché ou tu te mets la pression parce que c'est le dernier justement. Est-ce que tu les rassures? Tu as ce côté-là aussi avec eux ou tu te dis non, vous inquiétez pas les gars, j'ai confiance en vous, ça va le faire? Ouais, moi de toute façon dans l'équipe j'ai complètement confiance. Enfin, c'est des pros, ils s'entraînent tous les jours et ils savent ce qu'ils font.
Et il n'y a pas besoin de leur mettre une pression particulière. Enfin, chaque arrêt au Quant stand au qu'ils font, dernier- que tu sois au premier ou que tu sois 15e, eux, ils vont donner leur trip dans la pit lane et ils vont faire le meilleur pit stop. Quand t'es au dernier, en plus, en général, tu le sais, tu vois, donc tu sais Ouais. déjà ce que tu as à faire. Par contre, des fois, tu prends un rythme à la con la nuit et que tu es quelqu'un qui revient de te piquer parce que tu es en train de rouler de nuit, alors que des fois, le gap, quand c'est une course claire de 24 heures, le gap, des fois, tu le fais là, tu le fais à 3 heures jusqu'à 5 heures parce que tu as tout le monde qui s'endort un peu, qui relâche. Et là, d'aller piquer le mec au vif en train de faire perdu 5 dixièmes sur un tel devant toi ou tu viens de te reprendre 5 dixièmes, tu fais oups là, attends, je reviens un peu. Ça, dans la voiture, des fois, ça te sert. La fin, tu sais que c'est la fin. En vrai. Donc là-dessus, on a eu une course quand même vachement intéressante au niveau. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que à aucun moment j'ai eu le sentiment de pouvoir me projeter dans ce qui se passait. Peut-être ça aussi, vous avez eu le sentiment. Mais Jusqu'à autant, l'arrivée, tu vois. je savais pas qui allait Ouais, gagner. voilà, c'est ça. Je sais pas qui va Et gagner. ça, c'est la première fois que ça m'arrive au Mans. D'habitude, tu sais, tu as toujours quelque chose qui. Ça se dessinait quand même assez fortement pour Ferrari l'année dernière. Tu commençais à sentir que voilà, la voiture était un peu au-dessus de la Toy, que la Toy était en chasse et que ça allait pas. Je crois que la stat, c'est de l'histoire. De l'histoire, on n'a jamais eu 10 voitures dans le même tour à l'arrivée. Ouais, Les- bah, les 10 il y en premières a eu- voitures. Il y en a eu 9, mais non, mais je crois que Neuf. C'est podium même. Podium, Podium, ça faisait genre Oui. 15 ans, je crois, ou je Non, sais pour pas moi, si ça avait été c'était- déjà fait. Pour moi, c'était 3 voitures, si je dis pas de bêtises. Le podium Il y a avait eu jamais 3 été voitures. sur le même tour. Ouais, bah voilà, donc. Là, tu as c'est le top 10, enfin 9. top 9 dans le sur même tour. Et nous, par exemple, cette année, donc, où il y a 2 voitures qui finissent dans le même tour, si on faisait ça l'année dernière, on mettait 2 voitures sur le podium. Cette année, on est 8e et 9e. Et ça, depuis l'histoire, ouais, ça s'est jamais arrivé. Donc, Ouais, c'est dingue. Donc tu vois, tu te rends compte à quel point aussi c'est devenu du très haut niveau et à quel point maintenant Et on ta qualité humaine, elle est est en ultra train de te forte. dire à une époque, mais l'époque c'était il y a 4 ans quoi. Hein. L'époque Ah. c'est 2, 3, 4 ans. Sam Magnette qui le disait, tu reviens, c'est mon premier briefing au Mans avec Bertie. Si tu reviens avec la même aile avant avec laquelle tu as pris le départ, tu finiras sur le podium. Si tu n'abîmes pas ton aile avant, si tu finis avec le même bloc que tu as commencé, tu finis sur le podium. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire ça. Non. Aujourd'hui, c'est Non. fini. Aujourd'hui, tu ne peux plus juste faire une course sans problème et espérer être sur un podium. Tu es obligé de performer à fond jusqu'à la fin. en gardant toujours ton aile avant intact. Et oui. une erreur, par contre, 3 tours, fini, bonne journée, au revoir. Ouais, non, ça, C'est dingue. dur, hein. Et c'est La c'est course beau est devenue aussi, très dure. Oui, elle est dure. Et, La mais course est en plus devenue de très ça, dure. celle-ci, cette 92e édition, elle a été vraiment très dure. Là, pour le coup, ça a été que des pièges. Franchement, Pas c'était mal la de course. pilotes qui m'ont dit que c'est la course la plus difficile qu'ils aient jamais fait au Mans. Je pense qu'on peut Des l'appeler la mecs course qui de l'ont fait l'emmerdement 15 fois. maximum. C'est vraiment ça. À partir du moment où ça commence à reprendre son rythme, hop, conditions changeantes. Une Ouais. averse. Il fait froid, il fait chaud. Enfin non. Chaud, chaud Ouais. pas trop. Chaud Pas- pour la Pas eu Sarthe. chaud, Pas il fait très chaud. Chaud pour la Sarthe. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de pilotes qui sont sortis. Même des bons. Je pense à Fringe. Ouais. Fringe qui a de BMW. Ouais, parce que du coup, pour parler un petit peu des autres, on a BM, on a Alpine, on a Peugeot qui étaient tous loin. Moi, ceux qui m'ont touché dans un sens, c'est Isota. Parce qu'on souvent, on se moque facilement d'eux, mais ils finissent leur course. Prix du super combatif. Non, c'est vrai, il y a eu ça. À 13 tours, Non, mais ils ont si fini. ça existait, on Zota et pourrait l'avoir. Lamborghini il fait pas de aussi. prix, il fait pas de Lamborghini, très bonne Lamborghini course. aussi. Lamborghini, les deux voitures c'était finissent. solide, hein. Pas de problème sur la voiture en plus. Mais À tu part vois, des tu vois fuseaux. Isota, franchement, ça m'a fait plaisir pour eux. Je sais pas, je trouve qu'ils méritaient de finir et je trouve ça beau en fait ce qu'ils font au final. Il y a eu des déceptions aussi. Pour le coup, malheureusement, toi, t'en fais partie de chez Alpine. Le fait que la voiture parte aussitôt de la course, ça a été décevant. Moi, j'ai bien C'est la aimé plus le rythme. grosse déception moi, pour Ouais. moi. Mais De- j'ai trouvé que leur rythme était vraiment bien. Faire l'hyperpole. Pour moi, les deux voitures, la 35 et la 36, elles doivent aller en hyperpole. Ouais. Parce qu'il y a, je me rappelle plus, problème de trafic Ah, ou supprimer un temps, mais les- c'était rien du tout, encore une fois. les deux voitures, elles sont capables d'aller en hyperpole. Ça performe, c'est la première fois qu'on les voit performer aussi fort. Par contre, la fiabilité, c'est une chose, de ne pas finir, ça arrive, et surtout quand c'est la première fois que la voiture elle fait le Mans. C'était la course la plus longue qu'elle ait jamais faite. Le problème, c'est que pour moi, la voiture, elle fait pas le temps d'une course de WEC normale. Mm. Elle fait pas 6 heures. Et ça, pour moi, c'est un problème. Après, c'est Pour toi eux qui, aussi. je crois que c'est avec toi qu'on en parlait hier, ou c'est peut-être avec Thibaut Villemont. La journée était tellement longue aussi hier, mais Thibaut me disait, oui c'est Thibaut qui me disait, c'est plus facile. En fait, les jokers performance coûtent cher en WEC sur le règlement hypercar. Les jokers fiabilité, ça te coûte rien. Il faut passer devant la FIA, il faut passer un dossier. Mais c'est plus facile de fiabiliser une voiture que de la rendre plus rapide. En tout cas, c'est un peu l'idée. Donc, je suis plutôt confiant. Si la voiture est bien née,
Maintenant, il faut qu'elle soit fiable. C'est une stratégie qu'on avait vue en F1 avec Alpine il y a 3 ans, je ne sais pas si tu te souviens, Esteban Ocon et Fernando Alonso, qui avaient eu beaucoup de problèmes moteurs. La caisse était perf, mais ils n'avaient que des problèmes moteurs. Au fur et à mesure, ils l'ont fiabilisé et à la fin, ça scorait dans les points tous les week-ends. Donc si c'est la stratégie d'Alpine qui a été en F1 et qui a marché pendant la première réglementation, et c'est ce qu'ils font au Mans, en endurance, ça a du sens. Et paradoxalement, Peugeot n'a pas eu un seul problème, ça c'est bien. Ils ont toujours été dans les bons coups. C'était juste posé. Ils étaient juste posés, ouais. Ça c'est dommage. Et ça n'avait pas l'air facile à conduire non plus, parce que tu voyais la caisse dès le début qui sautait beaucoup à l'entrée des Porsche. Ça avait ce problème l'an dernier aussi. Ça avait ce problème-là, mais ils ont apporté une évo. On rappelle que la voiture, c'est une nouvelle par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière, personne ne les attendait comme cette année. Il s'est mis à pleuvoir et la caisse est devenue fantastique. Et puis ils sont passés devant tout le monde. Voilà, il s'est remis à pleuvoir et ils sont restés là où ils étaient. Donc on a tous dit ça sur la prairie en se disant ouais, l'année dernière on les a enlevés, il a plu, ils sont venus. Là on sait qu'il va y avoir la pluie. Est-ce qu'on va être surpris ou pas? On l'a pas été. Je suis curieux, tu vois, j'aimerais bien poser la question en interne, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi, je pense, à avoir un début de réponse? Et je pense qu'il y a une question de poids à la voiture qui est différente de celui de l'année dernière. La voiture est plus lourde. Elle est un peu peut-être moins bien équilibrée aussi. Ils avaient vraiment un concept 50-50 qu'ils ont plus maintenant. C'est ça. Aussi. On a changé une voiture et bon, je m'attendais à un peu mieux. Qui explique leur choix de moteur aussi, soit dit en passant. Ouais. Donc ouais, non, c'est un peu décevant. BM, je me pose une question, j'ai pas eu le temps d'aller voir, mais je la poserai. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté? C'est pas une voiture difficile à conduire parce qu'on l'a vu souvent dans le mur. C'était le cas à Spa. Il me semble qu'à Imola aussi, on a vu par moment, elle partait facilement. Au Mans, on l'a vu très souvent en difficulté. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une voiture qui est peut-être un peu plus dure à conduire que les autres? Pourtant, en IMSA, ils s'en sortent bien, non? Bah, pas toujours, tu vois. En IMSA, des fois, ils sont capables d'être vite, mais c'est jamais régulier comme la Porsche peut l'être, tu vois. Donc, pour moi, c'est leur problème. Des fois, tu les vois vraiment devant, et on a eu des surprises même en WEC pendant quelques moments de la course, mais jamais une course complète, jamais une saison complète. Oui, ça c'est sûr qu'il y a encore du travail aussi sur cette voiture. Ça va être intéressant de voir la progression d'ici un an. Bah ouais, mais ça fait 2 ans là déjà. Enfin, on est dans la deuxième année, tu vois. Avec 2 championnats. WRT, ouais, mais la voiture a 2 ans. Sans réduire ce que fait donc en IMSA, l'équipe qui s'occupe de la BM, c'est Rahal Letterman. En WEC, c'est WRT. Il y a quand même un gros niveau d'expérience aussi de la part du. Est-ce qu'il n'y a pas. Des 2 côtés. Voilà. Des 2 côtés. Je pense quand même que WRT a un peu plus de moyens et d'expérience que Rahal. RLL c'est gros, hein. Aux US c'est RLL c'est équipe factory, enfin équipe officielle sur les M8 GTE à l'époque. Non, les gars ils savent vraiment ce qu'ils font et puis ils sont en IndyCar aussi. Plus de ressources humaines, un peu plus. Non, même je dirais que RLL est peut-être même plus grosse que WRT aux US. C'est en tout cas pour moi les deux, c'est 2 équipes fortes qui connaissent BMW. En plus c'est même pas comme s'il y avait un problème de communication entre les deux. Les deux ont été même RLL plus longtemps que BMW à l'époque, tu vois. Pardon, WRT. Ouais, mais c'est bien. Ouais, c'est bien, t'as vu ça? Mais je pense quand même que ça va progresser. Il va y avoir de la progression de toute façon. Et puis on peut faire aussi un petit peu de se projeter sur la suite. Mais on a eu 2 annonces. Alors une confirmation, c'est Aston Martin qui sera dans le groupe. 2 voitures. Et une autre info qui est sortie, ça m'a fait bizarre, mais qui est passée inaperçue, c'est qu'il y a Zak Brown qui nous a lâché une petite bombe, nous, le vendredi, qui nous a dit 2027, normalement, on est là. Toi, t'as trouvé que c'était une bombe, toi? On sait, mais jamais. Zak Brown, donc le directeur de McLaren, qui va dans son équipe United Autosport, qui nous balance un truc. Vendredi 15h, annonce. Ouais, je me dis, qu'est-ce qu'il va annoncer? Je n'en sais rien. Moi, je reprends les mots qu'il a dit. C'est la même chose qu'il dit depuis 6 ans. C'est pas une question de quand, c'est pas une question de comment, mais une question de quand. Cette phrase-là, je crois qu'il a déjà sorti 4 fois. C'est pas avec quoi, on sait pas avec qui, mais on sera là. C'est du LMH ou du LMDH? Non, mais ça fait 5 ans que le programme McLaren il est prêt chez eux et que personne n'appuie sur le bouton. Par contre, il a donné une date. Et c'est quand tu dis 2027? Ouais, il nous a dit 2027. On sera déjà tous partis là. Ah, mais après, c'est un championnat qui est énorme actuellement. Et le fait qu'il y ait des hypercars et une homologation qui soit augmentée de 2 ans, ça peut Le problème entre le moment où tu vas lancer ton programme et le moment où tu as la caisse homologuée finie, tu as les manufacturiers. Donc pour fabriquer une LMDH, on le rappelle, il faut utiliser un des châssis homologués Multimatic, Oreca, Ligier et Dallara. Ligier, il n'y a qu'une seule voiture et pour moi, Ligier, c'est les seuls qui sont capables d'avoir du temps pour faire une autre voiture parce que Multimatic sont full avec Porsche. Dallara, ils font toutes les Cadillac, s'il y en a déjà beaucoup, et Oreca, ils font les BM, et Oreca, ils ont l'Acura et l'Alpine. Les mecs, ils ont déjà tous au moins 2 manufacturiers ou à 7 châssis, il reste que Ligier
qu'il y aurait de la place. Est-ce que Ligier est capable de le faire? Mais en plus, United, ils ont roulé avec Ligier, ce serait pas non plus C'est pas incohérent. faux ça. Ouais, Ça va être intéressant aussi. Donc un peu de prospective. Le championnat continue d'attirer. Puis il devrait y avoir quelques autres annonces un peu plus tard. En revanche, Olivier, tu as fait une petite moue là quand Guillaume parlait des 2 Valkyries qui arrivaient. Bah, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a rien vu, quoi. Des il y Aston. a une caisse qui a tourné aux US l'année dernière. Ils ont passé une vidéo pendant la conf de presse de la CO où De c'est Bahreïn, la voiture Il y en a une qui était à qui est Bahreïn. avec la voiture configuration course sous encore une carrosserie Valkyrie Pro. Oui, en Que gros, c'est la une voiture, elle est Pro. quand même censée commencer à rouler en février-mars l'année prochaine. Et normalement, tu devrais commencer à tester maintenant. Et L'Alpine l'année dernière, c'était juillet, premier roulage. C'est juillet, mais tu avais un Ouais. châssis qui existait déjà, un moteur qui fait partie de la F2 qui appartient à Mecachrome. Tu avais une base qui était quand même connue, c'est juste le tout ensemble. Et encore même, ce moteur-là avait roulé en 2018 chez CFR Manor avec la Ginetta, pour te dire, elle avait fait une course. Donc ouais, moi ces annonces-là, tu vois, je sais pas trop quoi en penser. Hein. Moi je suis pas plus excité que ça et on a déjà beaucoup de monde sur la piste. Est-ce qu'on s'attend, est-ce qu'à en rajouter plus? Est-ce que rajouter plus de voitures aujourd'hui, on rajoute du spectacle? En tout cas, tout est Je fait. suis pas sûr. Tout est fait pour, puisque le WEC a signé avec Imola pour 4 ans de plus, et avec l'obligation de construire 40 stands, c'était ce qui bloquait. Ouais. Donc il y aura 40 concurrents du WEC aussi l'année prochaine. Donc tu auras 3 places de plus que cette année. C'est ça. Mais de toute façon, on peut pas pousser les murs plus que. Beaucoup plus. Enfin, je veux dire, on n'aura jamais 75 Non, et voitures puis, en WEC. Là, on est 62. C'est Ouais, est-ce que ça largement- apporte quelque chose? Tu vois, la question, c'est la question Andretti en F1. Est-ce que rajouter un manufacturier ou 2 manufacturiers en plus dans le championnat aujourd'hui qu'on a? Pour le coup, en F1, je trouve que ça serait une bonne idée. On parle Ok. des fins dans le troisième relais maintenant. Oh là là, Je on sais s'écarte, que pareil, là, on je sais que s'écarte, je suis désolé, là. c'est une vraie question. Ouais, mais on fait 24 grands prix dans, Oh là là. dans une course. Eh ben, tu sais quoi, c'est une question moi en tout cas que je pose. Est-ce que rajouter 2 manufacturiers en plus aujourd'hui, ça ajoute une valeur au championnat ou pas? Eh ben, mettez vos réponses dans les commentaires. Le pouce bleu, le petit abonnement cloche. évidemment. La question, elle est réelle, donc on en reparlera et moi je vais en reparler parce qu'on Ouais, peut refaire c'est même une un truc question, où, avant une autre course, la prochaine course qui sera à Sao Paulo juillet, 3e semaine de juillet, j'ai pas la date en tête. Plutôt, non? Ouais, Ça, c'est en 3 C'est semaines, ça arrive deuxième vite. semaine hein. de- c'est deuxième semaine. Les c'est- équipes, elles pensent 24 heures du Mans, la plus grosse course est passée. Mais là, les mécanos, ils travaillent demain à l'atelier pour Et remonter les vendredi, ça voitures. part. Et ça part Vendredi, ça vendredi dans 2 semaines. Parce que c'est le même week-end que Goodwood, il y a un clash, donc c'est pour moi 2e ou 3e semaine de, Et donc de ça, juillet. Autour du 14 juillet, moi, il me semble. hein. Ouais, ça doit être ça, 16 juillet à Sao Paulo, Ouais. première fois depuis 2016, si je ne me trompe pas, que le ouais. WEC retourne là-bas. Ouais. Donc, Mac Weber n'a pas des bons souvenirs. moi, moi je pense que vous deux, messieurs, vous y serez. Oui. Ouais. Évidemment. Toi, je ne sais Moi, je pense que je vais rester sur la touche ce coup-ci. Et probablement que sur les prochaines courses, je vais être sur la touche, moi, mais pour des bonnes raisons. pas. Ouais, c'est pas faux. Et moi aussi, j'y serai pas parce que je serai à Goodwood pour le festival of Speed. Donc, je serai pas normalement, pas à Sao Paulo, peut-être pour la fin de saison. Polo juste Franck et moi. Ouais, on vous envoie une caméra, on vous envoie l'équipe et Voilà, vous sur gérez place. tout. Avec une Capirana, hop, allez, super. C'est ça, mais Parfait. je crois qu'on est sur un timing pas trop mal parce qu'il recommence à la pluie pleuvoir qui arrive. un petit peu. Moi, je vous Et- la tradition, je ne l'avais pas faite pour Spa, mais je vous ai ramené des petits cadeaux Ah. quand même, parce que c'est Le Mans. Après la voiture, Alors, il y en a un que je ne peux pas montrer, mais j'ai ramené du champagne pour Bertie, mais je le montrerai plus tard. non, le CSA nous Je t'ai l'autorisera pas. ramené un petit livre qui avait été fait par mon collègue Stéphane il y a quelques années. Sponsorisé par Pour West Olivier, France. tiens. Alors, Ah, merci beaucoup. Ah, voilà. on est tous indifférents en plus. Quoi. Voilà. Toi, je t'ai ramené le journal parce que tu l'as pas eu. C'est Et très avec vrai. notre superbe une, d'ailleurs, soit dit en passant. qu'on Ouais, a fait, j'allais te le demander, j'allais dire que j'étais Et jaloux. sur la de- une, l'Alpine, elle roule de nuit. C'est quand même. Voilà. Ouais. C'est une image rare. On hein. a fait les FP4 quand même déjà. Voilà. Donc ça, c'est pour toi. Avec le spotter, je t'en ai ramené deux. Je te comme remercie. ça. Hop Voilà. là. Il est collectant en plus. Je le tiens, attention. je le tiens, mais je vais le mettre sous la chaise parce qu'il commence à pleuvoir et qu'il va prendre. Mais très comme vite l'eau. bon, ça m'a pas coûté très cher le journal, je t'ai ramené aussi Oh une putain, caisse que la je trouvais Viper, c'était pas ta importante. voiture préférée celle-là? Ah non, c'est là. Non, c'est Ouais, pas. il pleut beaucoup là. Allez. Bon, on se dit à bientôt, merci de nous avoir suivis et on se voit à Sao Paulo. Et joyeux Merci. Noël, hein. Allez, ciao. Prends les câbles, prends les câbles. Clap, clap.